Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et ce soir, écoutez, dans un premier temps, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. J'espère que tout va bien pour vous, que le bonheur, la famille, les amis, l'amour est là, c'est le plus important. Et l'idée c'est que fin d'année oblige, je vous propose de vous faire un petit top de l'année, très simple comme ça, au débeauté, au coin du feu si je puis dire, vraiment en mode podcast, donc vous pouvez vous installer confortablement, ne pas forcément regarder, juste écouter, faire d'autres choses en même temps, bref, vous laissez aller tranquille pendant vos vacances et pendant vos fêtes de fin d'année, pour découvrir un petit peu les coups de cœur que j'ai eu cette année. Alors si vous êtes prêts, écoutez, allons-y, on est parti. Je vais débuter avec ça, chapitre 2 de Andrés Muschietti, film qui m'a particulièrement touché par sa générosité, par son amour du fantastique, par sa passion donc, par ses monstres, par ses créatures, par son travail global de la mise en scène, de la narration, du montage. Je trouve que c'est un film qui est extrêmement habile, alors normalement il y a des maladresses évidemment, mais je trouve que c'est extrêmement habile dans ce que ça propose. Alors si ça vous intéresse, je vous invite à aller, je mettrai le lien en description, écoutez donc l'échange que nous avions eu avec l'ami Charles de Cinemagic, où on avait passé pas mal de temps puisqu'on l'avait pu le voir ensemble en salle, notamment on avait pu voir même plus précisément les deux films d'affilée, le premier chapitre et le second chapitre, et on avait pris le temps d'en discuter une heure, donc si ça vous intéresse, voilà, le lien est en description, allez écouter, et puis abonnez-vous déjà à la chaîne de Cinemagic parce que c'est vachement bien. Et pour le coup, je vais y revenir quelques minutes ici. J'ai un vrai amour pour cette œuvre, c'est une œuvre qui m'a encore une fois profondément touché dans mon amour des monstres. Alors certes, on peut lui reprocher un trop plein d'effets numériques, ça c'est évident. Moi c'est toujours j'ai du mal avec encore une fois cette prépondérance du numérique, notamment dans le cinéma d'horreur, parce que pour moi ça fait perdre quelque chose de palpable à la peur. Moi j'aime les effets de plateau, j'aime les SFX, je suis moins VFX, et là pour le coup, ça m'a bloqué à certains moments, ça m'a empêché, si vous voulez, d'adhérer pleinement à l'univers, à l'ampleur diégétique de l'œuvre. Cependant, j'ai beaucoup apprécié la chose, puisqu'il y a un vrai amour de ce fantastique-là, il y a un vrai amour de l'univers de King, il y a une vraie passion pour les monstres, il y a un vrai sens du macabre chez Muschietti, mais ça c'est là depuis Mama, et puis c'est quelque chose qui avait déjà commencé à développer dans le premier ça, et qui là, dans une certaine mesure, explose à l'écran. C'est pour ça que, encore une fois, et j'insiste là-dessus, pour moi, j'ai du mal à classer véritablement les deux opus de Muschietti dans l'horreur pure et dure, mais plutôt dans une sorte de drame fantastique avec des velléités de dark fantasy dans une certaine mesure. Et ça me plaît parce qu'il y a quelque chose d'épique en fait qui en ressort, et quelque chose d'extrêmement galvanisant. Je pense notamment à toute la séquence finale qui voit donc le club des ratés se retrouver donc face à Pennywise. Et visuellement c'est extrêmement fort, extrêmement galvanisant, et puis toujours cette idée du monstre, je trouve très forte. J'ajouterais aussi à ça que encore une fois c'est un vrai tour de force, je trouve, en termes de montage, d'écriture, parce que c'est très bien travaillé. D'ailleurs j'attends avec beaucoup d'impatience le projet de Muschietti, qui est de faire un montage complet de 6 heures, qui demanderait forcément un réagencement des deux films, pour ne pas qu'il y ait de répétitions autres, et peut-être de réorganisation des différents flashbacks. Et ça pourrait être vachement intéressant, parce que je trouve que déjà en fait en l'état, ces deux chapitres qui finalement sont un seul et même film, et je pense que c'est vraiment important de voir ces deux films d'affilée si possible, parce que c'est pas une séquelle au sens strict du terme. Pour moi c'est vraiment deux films séparés en deux, scindés en deux par une sorte d'entracte, si vous voulez, qui a duré 2 ans quasiment, mais c'est pour moi un seul et unique film, qui a une vraie cohérence, qui a une vraie puissance diégétique, encore une fois, qui se permet d'être encore une fois très pertinent en fait. Alors au-delà du physique des acteurs, enfants puis adultes, où il y a une vraie fluidité, une vraie continuité évidemment, qui est, je trouve, assez parfaite, mais vraiment narrativement tout se tient à la perfection, et le film est vraiment passionnant pour ça. Alors certes, comme vous le disiez, c'est pour ça qu'il se situe ici, c'est pas le meilleur film de l'année, c'est pas un chef-d'œuvre, mais je trouve que dans la production horrifique, on va dire de manière générale, globale, actuelle, c'est une sorte de petit, et d'autant plus j'ajouterais production horrifique, si vous voulez, à gros budget, si on peut dire blockbuster horrifique, si vous voulez. Je trouve qu'il y a un vrai amour, c'est pas un film cynique à aucun moment. Il y a juste une envie de transmettre quelque chose, de transmettre ce fantastique épique, ces personnages, parce que c'est vraiment un travail de personnages aussi. On a tendance à oublier les personnages actuellement dans le cinéma, au profit de moult autres choses qui sont vachement moins intéressantes et pertinentes. Là il y a un travail à fond qui est fait sur les personnages, tout est
vraiment écrit avec toujours amour pour ses personnages. Je pense que je retiendrai vraiment ce terme-là pour résumer ce chapitre 2 de ça. C'est un vrai film plein d'amour. Plein d'amour encore une fois pour l'univers dépeint, pour ses personnages, pour ses monstres, pour le macabre dans sa globalité. Et je trouve que justement Muschietti s'en est très très bien sorti pour justement faire cette adaptation là qui était une adaptation somme toute assez casse-gueule, notamment à la suite du mythe, même si pour moi encore une fois c'est un film que je trouve un téléfilm d'ailleurs qui a perdu le téléfilm de Tommy Lee Wallace de 90. Moi je trouve c'est un film qui a vachement mal vieilli, mais n'empêche que dans l'imaginaire collectif chez les gens il y avait une certaine importance, un truc quasi indétrônable pour la frayeur qu'il a pu refiler aux gens notamment de mon âge quand on l'a découvert dans les Jeudis de l'Angoisse par exemple sur M6. Mais il arrive vraiment à proposer autre chose et quelque chose d'ambitieux sans avoir de prétention particulière, sans être cynique non plus. Donc en cela très belle réussite. Et d'ailleurs je dirais très belle réussite, je parle de ce chapitre 2 là, mais je dirais très belle réussite de manière globale pour ce diptyque ça, où encore une fois que moi je considère vraiment comme un seul et même film. Pour le coup ici, on va arriver sur un truc qui me paraît intéressant parce que c'est un film français et c'est finalement relativement rare quand on regarde globalement ma chaîne que je parle de cinéma français. Un film français en plus, si vous voulez, qui revendique fièrement son inspiration Carpenter, c'est quand même super intéressant et super, si vous voulez, surprenant. Donc le film dont je vais vous parler, c'est L'heure de la sortie pour le coup de Sébastien Marnier. Thriller fantastique, flirtant si vous voulez avec une sorte de fable écologique, tout ça encore une fois inspiré fortement du Village des damnés de Carpenter, mais aussi et surtout peut-être du Village des damnés de Wolf-Rila. Donc un film moi, que je trouve extrêmement touchant. Pareil, c'est un film qui est bourré d'imperfections évidemment, mais qui a un vrai travail sur l'ambiance, qui croit en son univers, qui croit en ses idées, qui croit en ses théories fantastiques, qui s'en amuse parfois, qui va jouer sur plusieurs tons et sur une certaine justement liberté de ton, sans jamais justement être cynique, tout en maintenant une sorte de tension extrêmement palpable, vicieuse, malaisante tout du long, avec un mystère qui est extrêmement ténu et c'est super passionnant à suivre en fait, c'est-à-dire qu'on va vraiment d'un bout à l'autre, on est captivé, quand bien même potentiellement pourrait-on revenir sur la manière dont est agencé le final qui est parfois un peu maladroite. Mais n'empêche que c'est super captivant. Laurent Lafitte est extrêmement bon dedans en plus. Il faut quand même signaler les acteurs et puis les jeunes aussi qui jouent devant, le jeune groupe d'enfants qui sont extrêmement bons. Le soundtrack de Zombie qui est, je trouve, aussi extrêmement bien travaillé pour justement mettre dans cette ambiance lourde, pesante, avec cette sorte. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a encore une fois ce travail de double narration, à savoir ce phénomène en tant que tel, puisqu'on suit, je le rappelle pour ceux qui potentiellement ne l'auraient pas vu, qu'on suit un jeune professeur remplaçant. Alors, ça me parle certainement aussi à moi, plus particulièrement en termes, si vous voulez, d'identification au personnage de Laurent Lafitte, qui arrive donc dans une sorte de lycée un peu étrange, où il va suivre une classe d'élèves surdoués, dont le professeur qui le précédait a fait une tentative de suicide. Et il va découvrir justement ce groupe d'élèves très étranges, avec des comportements très bizarres, et qui vont progressivement interagir avec lui, mais de manière pas particulièrement saine. Donc ça va créer, il y a cette première partie de la narration, et vous avez ce fond bizarre, ce fond quasi apocalyptique, c'est pour ça que d'ailleurs que le lien avec Carpenter pour moi est assez évident. On parle de trilogie de l'apocalypse chez Carpenter, là c'est pareil, on a cette apocalypse sourde en fait qui est en fond, qu'on sent présente, qui a c'est une sorte de, si vous voulez, de, comment dirais-je, j'arrive pas à trouver le mot, d'épée de Damoclès en fait, qui est continuellement là. On sait pas vraiment quels sont les tenants et les aboutissants en fait de l'élément fantastique, mais il est là, il est présent, et ça fait quelque chose d'assez, encore une fois, angoissant, d'assez assez anxiogène. Et encore une fois, le score en fait de Zombie est brillant pour ça, parce qu'il a quelque chose de très très 80s, évidemment, et encore une fois, les points avec Carpenter sont indéniables. Il y a un mood très carpenterien globalement en fait dans le film, et ça crée vraiment ce sentiment d'être happé en fait par cette narration qui est pourtant extrêmement simple, mais qui justement, et c'est pour ça que ça me permet de faire une petite parenthèse, je rappelle encore une fois que le scénario il n'est pas obligé de complexe dans un film, il faut qu'il soit, il peut être très simple, et je dirais même parfois autant plus il est simple, plus il est intéressant, plus il est passionnant.
Encore une fois, c'est la mise en scène qui va transcender ce scénario. Là, on est sur un récit finalement assez archétypal, qui ramène à Carpenter et à Wolf-Rila, et qui finalement, qu'on connaît tous dans une certaine mesure, mais qui, par le biais de cette mise en scène finalement, que je trouve finalement assez, comment dirais-je, assez discrète, c'est-à-dire que, parce que le réalisateur, dans une certaine mesure, s'efface derrière son sujet, mais en même temps, justement, sa mise en scène, c'est ça qui fait sa force, sa puissance, c'est qu'elle accompagne le récit. Il n'y a pas de pause, elle prend pas la pause, il n'y a pas quelque chose d'autorisant ou quoi que ce soit, non du tout. Elle est là simplement parce qu'elle est le vecteur narratif par excellence. Et là, vous avez une utilisation, je trouve, absolument parfaite d'un vecteur narratif qui est la mise en scène du réel, qui, je trouve, est encore une fois très humble et en même temps très généreuse dans ce qu'elle propose, à savoir ce très beau récit fantastique. Et puis au-delà de ça, c'est intéressant d'ailleurs, moi je fais des points avec un autre film, ça c'est quelque chose qui m'est venu juste au sortir de la salle, c'est Sinister de Scott Derrickson, parce qu'il y a un usage de plusieurs, encore une fois, vous avez cet usage de cassettes qui sont visionnées VHS dans le film, et qui permettent de créer encore une fois ce troisième pan narratif, où il y a ces enfants et la relation avec ce professeur, enfin ces jeunes et la relation avec leur prof, cette apocalypse sourde qui se profile, mais dont on ne connaît pas encore une fois les tenants et les aboutissants, et cette partie qui est racontée par les VHS et qui permet de faire découvrir en tout cas la part un petit peu étrange et sombre des jeunes, et qui crée encore une fois cette inquiétante étrangeté qui est extrêmement forte, parce que c'est vraiment un film qui travaille de manière extrêmement viscérale l'inquiétante étrangeté. Ça crée vraiment une sorte de trip extrêmement bizarre, extrêmement anxiogène, mais particulièrement savoureux. Dès lors, un petit actionneur s'attente. Ouais, parce que maintenant, venons-en à John Wick 3 Parabellum, donc de Chad Stahelski, s'il me semble, ancien cascadeur. Donc troisième opus, mais finalement c'est peut-être l'opus 2.5, puisque le 4 qui est prévu en 2021 sera véritablement l'opus 3 de la saga. Donc John Wick 3, pour moi, un des excellents, c'était pour moi le meilleur actionneur que j'ai vu cette année, qui continue parfaitement en fait dans la lignée de ce qu'avait su faire de manière assez brillante John Wick 2. Là où le premier finalement était une mise en bouche qui posait les bases d'un univers, mais tout en ayant des limites certainement budgétaires également, à ses ambitions, on va dire, diégétiques. Là, John Wick 3, il continue là où le deuxième avait déjà créé une emphase quand même sur son univers, en créant des connexions à l'intérieur de cet univers, mais quasiment des connexions avec l'univers de Matrix, donc des Wachowski, notamment dans son ambition quasiment, si ce n'est pas quasiment, dans son ambition baudrillardienne, qui est de poser un système hors du système qui est le système. Voilà, allez dire Baudrillard d'ailleurs est cité dans Matrix très très clairement. John Wick 3 continue dans cette lignée-là, et continue aussi dans sa volonté, encore une fois, de créer encore une fois de l'abstraction, encore d'abstraire, si je puis dire, encore et encore son récit d'action. À savoir qu'on est quand même dans un trip assez viscéral, notamment dans le traitement de la violence, mais ça reste quand même une sorte de plaisir d'action très intellectuel, très théorique. Et ça, encore une fois, qui fait la spécificité de cette saga qu'est John Wick, c'est d'amener encore une fois une action viscérale, brutale, sanglante, à des hauteurs, si vous voulez, très théoriques et abstraites. Et ça qui rend ça absolument passionnant, qui encore une fois, et ça que je trouve encore mieux, c'est qu'il y a un travail continuel de cet univers qui est twisté, puis retwisté, puis retwisté, ce qui est pas un mal en fait, c'est-à-dire que ça nous perd, mais de manière assez maîtrisée en fait. Il me semble que pour moi il y a un travail d'écriture, d'architecture dramaturgique et d'architecture encore une fois diégétique qui est absolument passionnante à travailler dans ce film là, au-delà de ces séquences d'action. Et puis bon, si on s'intéresse vraiment à l'action pure en tant que telle, il y a des trucs qui sont juste dingues et que je trouve beaucoup plus intéressantes que le 2, là où le 2 s'arrêtait souvent en fait, c'est-à-dire qu'il avait des idées intéressantes en termes d'action et de mise en scène de l'action, mais souvent il s'arrêtait pour enchaîner avec une seconde qui commençait mais qui n'allait pas jusqu'au bout. Là on a une sorte de radicalité, encore une fois théorique dans l'action qui est juste dingue, ce qui crée encore une fois des scènes d'action qui sont dantesques, qui sont à rallonge mais jamais chiantes, parce que ça pourrait être ennuyeux. C'est par exemple ce qu'on pourrait reprocher au premier The Raid en tout cas, qui est un film que j'aime beaucoup, hein, où il y avait quand même une telle profusion d'action. Il y avait parfois des scènes d'action qui étaient vraiment étirées et un peu trop longues et assez répétitives.
Là, John Wick, ce qui est intéressant dans le troisième en tout cas, c'est que comme il va jusqu'au bout de ses idées, jusqu'au bout de ses concepts d'action, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il va jusqu'au bout, certes, mais sans jamais être chiant, en essayant toujours de se renouveler, d'amener de nouveaux éléments. Là, vous avez notamment un truc qui n'était pas présent dans les deux précédents, qui est l'utilisation des animaux, notamment. Et je dis utilisation, pardon, le mot utilisation, je pensais mal utilisé, je pensais vraiment une coopération avec des animaux, parce que je trouve qu'il y a un vrai travail coopératif, c'est-à-dire que on n'utilise pas les animaux dans le but de la scène d'action, ils sont vraiment... encore une fois, les co-cascadeurs, en tout cas ceux qui vont être vraiment... Il y a un travail de coopération, encore une fois, entre les êtres humains et les animaux. Et ça donne des scènes vraiment vachement intéressantes, qui sont assez inédites, que moi j'avais pas vu ailleurs. Donc je trouve ça assez passionnant. Pour vous dire très clairement, John Wick 3, pour moi, ça fait partie des films d'action, comme on a peu finalement, et qui... J'irais pas dire qui renouvellent, mais en tout cas qui sont des jalons, je trouve, importants de l'action et assez fascinants. Un petit peu comme l'était dans le domaine, si vous voulez, de la construction de... c'était tellement plus que ça, si vous voulez, parce que Mad Max Fury Road est un chef-d'œuvre absolu. Mais voilà, j'ai ressenti, à certains moments, cette ampleur que je ressentais, en fait, dans Mad Max Fury Road. Même si, pour moi, Mad Max Fury Road, t'as des coudées au-dessus, évidemment. Mais j'ai ressenti ces petits moments d'action, j'ai l'impression d'avoir vu ça nulle part avant, en fait. Et je trouve ça intéressant, et puis dans le travail conceptuel également aussi, de recréation continuelle d'un univers, de recréation continuelle d'un cadre, de recréation continuelle d'une séquence, de retravail continuel encore une fois du mouvement dans le champ. Donc il y a tout ça que je trouve assez vertigineux en fait, assez abyssal, et qui amène vraiment un questionnement sur le cinéma de manière globale, et sur la narration, et sur une diégèse, et je trouve ça juste fou. Donc John Wick 3, ça a été une des claques pour moi de l'année en termes d'action. Je me suis éclaté au-delà de tous les questionnements conceptuels qu'on peut avoir, de toutes les réflexions qu'on peut poser. C'est juste un film qui est un pur bonheur à mater, un pur kiff. Malgré sa longueur, encore une fois, on s'ennuie pas un seul instant, et c'est suffisamment rare dans le cadre de l'actionneur pour être noté. Et puis c'est un actionneur intelligent, donc en plus voilà, au-delà du simple plaisir viscéral, là vous avez en plus un plaisir intellectuel que vous pouvez faire après coup, en fait, que vous pouvez prendre. Donc allez-y, matez John Wick 3. Joker de Todd Phillips. Alors, il devait y avoir, notamment sur la chaîne, mais je pense que ça va arriver incessamment sous peu, un synesthésie. Alors, peut-être qu'il sera arrivé avant, je ne sais pas encore, mais un synesthésie sur Joker, sur lequel, face à Julien et à Mathieu, j'essayais, autant que faire se peut, de défendre le bien fondé pour moi de cette œuvre. Qui a été globalement plutôt apprécié, mais qui, dans un second temps, justement, il y a eu pas mal d'échos plutôt négatifs ensuite, quand le film est sorti en salle. C'est-à-dire qu'on a une sorte de hype assez importante, qui a culminé avec justement ce Lion d'Or à Venise, et puis progressivement justement ces voix dissonantes qui sont arrivées au fur et à mesure aussi après la sortie en salle du film en France. Donc moi c'est un film que j'ai pour le coup vachement apprécié, donc je pense que le synesthésie fera complément à tout ça. C'est une approche que je trouve intéressante de la part de Todd Phillips. Alors Todd Phillips, c'est vrai que jusqu'à maintenant c'était un metteur en scène, si vous voulez, de comédie que moi j'ai plus ou moins ses projets, il avait été plus ou moins intéressant. Là je trouve qu'il propose quelque chose, au moins, c'est-à-dire qu'il y a un truc qu'on peut pas lui retirer de toute façon, c'est qu'il fait du cinéma, il y a une ambition, il y a une envie de faire quelque chose. Alors après on adhère ou pas, moi j'ai plutôt adhéré à l'ensemble. Je trouve que c'est un très beau film, c'est visuellement extrêmement travaillé, c'est techniquement très au point, là-dessus il n'y a pas de problème. Narrativement, après, effectivement, le film est perfectible narrativement, mais je trouve que la volonté, notamment, de créer une sorte de dissension morale, on en reparlera certainement avec le premier film de mon top, mais je pense que c'est pas trop un mystère si vous suivez à peu près la chaîne. Donc, oui, je trouve qu'il y a cette posture morale du film qui est très ambiguë et que je trouve vraiment intéressante. Moi, j'aime bien justement quand un film me met dans une posture morale, et notamment au moyen d'un personnage principal qui est moralement très 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 fluctuant, qui a une morale qui tense en fait continuellement. Moi ça me plaît beaucoup, parce que alors là de fait c'est en effet sous-tendu par une maladie, un dysfonctionnement psychique évidemment, mais en créant l'empathie, alors peut-être à outrance, c'est-à-dire effectivement il est totalement critiqué en fait le fait que ce personnage là qui est interprété donc par Joaquin Phoenix, récupère grossièrement toute la merde du monde sur lui. Évidemment ça peut paraître excessif, voire pourquoi pas grotesque, mais au mauvais sens du terme évidemment,
Mais il n'empêche que je trouve que ce personnage, qui est finalement une sorte de bouc émissaire, il est vachement intéressant et il attire finalement la pitié puis l'empathie. Et l'empathie va progressivement justement nous amener dans un questionnement moral qui est finalement assez tendu et pour le coup vachement intéressant et assez fascinant. Alors moi le film a beaucoup fonctionné sur moi parce que pour le coup l'empathie a fonctionné à mort. C'est ce genre de personnage d'outcast, si je puis dire, de hors-la-loi, de laisser pour compte qui pour moi me touche particulièrement. Et j'ai eu beaucoup de sympathie pour ce personnage-là, ce qui fait que justement le film était assez captivant d'un bout à l'autre. Alors effectivement, pareil, c'est un film qui a la difficulté d'avoir cette chape de plomb qu'est Scorsese notamment, et La Valse des Pantins et Taxi Driver qui sont à côté. Effectivement, moi c'est pas quelque chose qui m'a gêné en fait outre mesure. Effectivement, il y a une tentative de la part de Todd Phillips d'essayer de se hisser, ou en tout cas au moins de rendre hommage en tout cas au cinéma de Scorsese, évidemment. Mais pour autant, moi ça m'a pas dérangé en fait. J'attendais pas un Scorsese, j'attendais pas une revalse des pantins, j'attendais pas un Taxi Driver évidemment. D'autant que pour moi le traitement du personnage principal, notamment de Taxi Driver et dans la valse des pantins d'ailleurs aussi, n'est pas totalement le même. L'approche n'est pas la même, leur but recherché n'est pas le même. Donc pour moi le film a été dans tous les cas extrêmement touchant. Et en tout cas pour moi la comparaison avec Scorsese n'a pas eu raison du film et le film a fonctionné à mort sur moi, m'a vraiment embarqué. Alors les seules petites réserves que j'ai sur le film et dans le Cinéstésie j'en faisais part, c'est finalement les quelques liens avec la mythologie Batman pure en fait, qui pour moi me pose un petit peu souci parce que finalement je pense que le film se suffit à lui-même. Il aurait pu ne pas s'appeler Joker en fait et ça lui aurait peut-être sauvé ou ça aurait permis peut-être de moins aliéner certains individus par rapport au film. Ça aurait pu être un film qui n'était pas de Joker. Évidemment, pour moi, c'est évident. Dès lors qu'on rentre dans le Joker, qu'on essaie de disséminer des éléments de la mythologie Batman, moi je trouve que le film est plus maladroit sur ce point-là parce qu'on a l'impression que c'est vraiment rentré un peu au forceps et c'est maladroit, ça fonctionne pas toujours. Mais c'est pas grave en fait, encore une fois, moi ça me dérange pas parce que narrativement en tant que tel, le film fonctionne. Alors c'est pour ça que moi qu'une suite m'embêterait un petit peu parce que je trouve que Todd Phillips a assez bien géré. J'aime cette idée de stand-alone comme ça, tout seul et qui fait en même temps origin story d'un méchant dans un univers particulier qui est au passage là pour le coup pas vraiment un Gotham City en tout cas tel qu'on peut le voir. Alors je vais prendre plutôt chez Burton ou pour le coup dans le comic chez Miller ou autre. C'est vraiment si vous voulez une version très 70s en tout cas de New York. Donc moi je trouve ça assez intéressant de prendre ce parti pris là en fait et de créer encore une fois. C'est vrai que ça a un côté un petit peu évidemment comment dirais-je, dans cette idée de cinéma doudou qui un petit peu a tendance à noyer le cinéma actuellement, mais je trouve que là c'est bien fait parce que la contextualisation fonctionne encore une fois. Pour moi ça fonctionne dans ce cadre-là et le film ne fonctionne qu'en lui-même. C'est pour ça que moult critiques j'ai pu entendre disaient que voir Batman par contre débouler dans cet univers-là, ça ferait bizarre. Ou on a du mal à imaginer Batman en tout cas dans cet univers-là et ça je suis assez d'accord sur ce point-là. En fait j'ai du mal à l'imaginer. Mais par contre ça n'empêche pas que j'imagine ce personnage d'Arthur Fleck qui va devenir en tout cas cette incarnation du Joker. Moi ça me plaît bien et ça m'embarque bien parce qu'encore une fois les laissés pour compte, les monstres, les frics, moi ça me touche et je trouve que là le traitement du frics est très intéressant, intelligent et je m'emmène à cette tension morale que je trouve juste passionnante et le film m'a foncièrement embarqué. Donc Joker, très beau film de cette année. Encore une fois je n'irai pas basculer dans le chef-d'œuvre, je trouve que c'est juste un excellent film, ce qui est déjà énorme, passionnant et qui propose vraiment du cinéma. Et pour revenir justement, pour faire un comparatif général avec tout ce qui est issu du comics au cinéma actuellement, je trouve que c'est une des rares, ça fait quelques années quand même que j'ai pas vu une vraie proposition de cinéma, alors après pour laquelle on adhère ou on n'adhère pas, mais une vraie proposition de cinéma, prenant pour matériau de base en tout cas le comics. Donc moi pour le coup ça me touche, ça fonctionne, donc excellent film cette année. Donc nous parlions de Scorsese tout à l'heure justement quand nous parlions du Joker de Todd Phillips. Venons-en à Scorsese. Alors je vais pas faire de différence entre cinéma Netflix ici, donc je vais venir directement sur une œuvre Netflix vue pour le coup très récemment.
et pour lequel on consacrera un synesthésie dans peu de temps également, avec mes deux compères. Il sera question maintenant en fait de The Irishman, donc le dernier Scorsese, sorti sur Netflix, sorte d'œuvre somme de 3h30, qui fait finalement le pont parfait entre la partie, si vous voulez, film de gangster de Scorsese, et je prendrais principalement, dirons-nous, on va dire Les Affranchis, Casino, dans une certaine mesure Les Infiltrés aussi, pourquoi pas le Loup de Wall Street, et puis le silence de Scorsese, pour le coup, parce qu'il y a ces atermoiements religieux, existentiels qui sont présents, avec cette dimension, encore une fois, film de gangster, qui joue sur cette structure de Rise and Fall, très typique de Scorsese, qui est même, si vous voulez, qui est un archétype de base narratif, mais que Scorsese a transcendé avec sa propre sensibilité, et qui a donné donc des chefs-d'œuvre comme Les Affranchis, comme Casino et autres. Là, on est dans cette sorte de film un petit peu entre les deux, qui fait du Scorsese, mais sans vraiment en faire, qui prend finalement plutôt une mécanique qu'on trouve dans ces films de gangsters, mais en empruntant plutôt une mise en scène beaucoup plus posée, qui est celle par exemple de Silence. Et ça donne une sorte de film que moi je trouve assez magnifique, tragique. Il y a plein d'idées justement sur la tragédie qui sont extrêmement finement posées, à savoir notamment de présenter les personnages avec la manière dont ils sont décédés, ou en tout cas sur leur fin, sur ce vers quoi ils vont tendre, ce qui est la base de la tragédie antique. Encore une fois, c'est d'avoir un destin qui est fixé à l'avance, et quoi qu'on puisse faire, qu'on puisse se battre comme un beau diable face à ça, on n'arrivera jamais à contourner son destin. Donc il y a cette idée de destinée qui englobe toujours la chose, qui était déjà là dans Les Affranchis, qui était déjà dans Casino, et dans tous les autres films de gangsters de Scorsese, ou dans Mean Street aussi. Là, ce que je trouve génial, c'est ce film, qui est un film testamentaire, encore une fois, qui est beaucoup plus posé, qui prend cette structure, qui la transcende justement en étant plus posé, là où il aurait pu faire un film complètement hystérique. Non, lui il reste quand même sur quelque chose de beaucoup plus posé. Et ces trois acteurs que je trouve juste géniaux. Alors il y a toujours ce petit souci des effets spéciaux, d'ailleurs au passage j'en profite pour parler de ça, de la vallée de l'étrange, que peut citer justement ces rajeunissements, qui moi m'ont effectivement un petit peu déstabilisé dans les premières minutes, mais qu'on oublie très vite en fait. C'est pas trop un problème en fait. Et puis au passage, plus les personnages vieillissent, en tout cas dans les histoires, dans ces vieillissements de ces personnages, plus finalement les effets spéciaux sont beaucoup plus, et au-delà de ça en fait, ça passe mieux, et en plus je trouve que c'est de toute façon dans tous les cas extrêmement fort, et que c'est une technologie qui est absolument passionnante, et que Scorsese utilise vraiment à sa juste valeur en fait, sans en faire un gimmick en particulier. C'est vraiment pour raconter son histoire. Donc comme l'histoire est prioritaire en fait sur les effets spéciaux, et que les effets spéciaux sont juste un vecteur narratif, encore une fois ici, moi il n'y a aucun souci en fait, ça fonctionne à mort. Et bon, j'avoue que j'ai un gros kiff en tout cas pour la fin du film. Alors ça veut dire que tout ce qui est avant en fait est finalement assez classique narrativement parlant, j'entends, mais Scorsese va sublimer ça, va transcender ça par une mise en scène juste géniale, épique, mais tout en étant anti-spectaculaire en fait. C'est ça que je trouve génial. Notamment, il y a ce travail sur les panoramiques, il y a ce travail sur les plans séquences. Je pense notamment à un plan séquence que je trouve assez génial, qui arrive dans la première partie du film, où il y a un personnage qui va se faire assassiner chez un barbier, et on commence ce plan séquence, donc commence chez le barbier avec un plan assez large de la pièce, où on a cet homme en train de se faire raser la barbe, et puis il y a son gorille à côté. En gros, le plan séquence part parce que le gorille sort de la pièce, et sort du barbier, se retrouve dans la rue. On suit le barbier, le gorille en fait, le long de cette rue, puis le gorille continue, on lâche le gorille, puis là on reprend les deux personnes qui viennent d'arriver dans le champ, et qui de fait sont effectivement les assassins, et on s'en doute très bien les futurs assassins en tout cas de ce type chez le barbier. On suit ces assassins jusque devant chez le barbier. Ils rentrent chez le barbier, le plan séquence dépasse la porte du barbier et s'en va vers la vitrine qui suit, et qu'on se rend compte très vite être une vitrine de pompe funèbre. Puis on a ce plan séquence qui va progressivement se rapprocher de ce qu'il y a dans la vitrine, à savoir une couronne mortuaire pleine de magnifiques fleurs, et un plan qui va très progressivement une sorte de zoom très très lent, qui va se rapprocher progressivement des fleurs, et en fond on entend les coups de feu et les cris donc avec le meurtre. Je trouve que c'est assez génial ce genre d'idée en plus, parce que c'est un plan qui fait beaucoup de sens, et je trouve assez magnifique. Et il y en a plein comme ça, hein. Je pense le plan séquence d'ouverture aussi quand on entre dans la maison de retraite. Donc c'est vraiment superbe, et ça ramène justement à ce final, moi, que je trouve qui est intéressant, parce qu'il pour le coup il est assez étonnant, puisque là où Scorsese a tendance à mystifier ses gangsters, là vous avez vraiment une démystification à la fin, une démystification assez tragique, de ces personnages là, où il les ramène à échelle humaine,
quand ils sont face à la mort de fait, puisqu'il y a encore une fois cette idée de rise and fall, donc on a ce rise progressif où on va amener ces criminels, ces gangsters à un statut quasi mythologique, pour finalement les faire déchoir assez brutalement, parce qu'encore une fois la vieillesse les rattrape, parce que leur humanité, leur contingence les rattrape, et que nous sommes tous les mêmes face à la mort, à vouloir se racheter auprès de nos proches, à vouloir demander pardon à Dieu si potentiellement il y a quelque chose après, avec toute cette séquence. Encore une fois, le questionnement religieux qui avait déjà dans Silence, bah, là il revient, enfin il y a toujours eu chez Scorsese, mais que dans Silence avait été vraiment une sorte d'excroissance. Là on a vraiment cette idée là, et toute la fin du film justement, et je pense à cette dernière séquence entre De Niro et un prêtre, qui est juste sublime, avec ce plan de cette porte entrouverte à la fin. Top, enfin vraiment la fin est juste extrêmement belle, extrêmement touchante, et évidemment tous les acteurs sont impériaux dedans, que ce soit De Niro, que ce soit Pacino, dont c'est la première coopération donc avec Scorsese, et puis Joe Pesci sont juste excellents. On ajoutera Harvey Keitel aussi, qui est très très bon, Anna Paquin qui a un rôle intéressant. Je sais que ça fait pas mal écrire, il y a beaucoup écrit là-dessus, sur le rôle d'Anna Paquin, où elle est totalement, qui joue donc la fille de Niro, et qui est très silencieuse pendant tout le film, et qui va juste dire une phrase à un moment donné, mais c'est intéressant justement qu'elle soit silencieuse, elle exprime beaucoup de choses en fait avec son regard et autres qu'elle porte sur son père, et je trouve que juste cette phrase qu'elle pose a ça décuple son importance, sa puissance, sa dureté, et pour le coup ça sert parfaitement en fait le dernier acte du film, qui est encore une fois ce moment tragique, absolument horrible pour ce personnage-là, qui s'enfonce progressivement. Avant justement, parce qu'il y a ce côté rise-fall, et il y a dans cette dernière seconde, ces petits soubresauts en fait face à la mort, cette idée d'éclaircissement tout d'un coup, de lumière au bout du tunnel finalement, qui fait justement que ce film finalement se termine plutôt bien en fait, à sa manière si vous voulez, et je trouve que c'est encore une fois un très beau film testamentaire, parce qu'en fait on voit aussi, moi j'ai beaucoup ressenti comme ça, dans ce personnage de De Niro, on a vraiment un personnage qui est le miroir de Scorsese, que je ressens vraiment comme étant son alter ego pour le coup, qu'il a toujours été dans son cinéma de manière globale. Je crois que c'est sa 7ème, je crois que c'est leur 7ème ou leur 9ème coopération, je sais plus, vous corrigez ça dans les commentaires, mais voilà, on sent vraiment cette relation d'alter ego entre ces deux individus là. Et là on a vraiment ce miroir qui se crée, mais de manière extrêmement explicite dans le film, mais ça en fait quelque chose d'absolument sublime. Donc brillant film, moi je suis juste subjugué. Meilleur film que j'ai vu sur Netflix d'ailleurs cette année, au passage également, même s'il y a des belles choses sur Netflix, ça et là, mais celui-là juste somptueux. Donc The Irishman de Martin Scorsese. Donc venons-en à The Lighthouse de Robert Eggers, second film de Robert Eggers après l'excellentissime The Witch, que moi j'avais eu de la chance de voir donc en septembre dans le cinéma de mon village, donc à Saint-Renan en Bretagne, au fin fond du Finistère. Et bon, c'était très cool, il est sorti depuis une semaine, à peu près un peu plus d'une semaine en France. Alors je sais pas exactement d'ailleurs quand sortira cette vidéo, donc quelques semaines dira-t-on. Et qui est un véritable bijou iconoclaste, étrange, inquiétant, anxiogène. C'est tourné en 1:1, donc dans un ratio de cadre très particulier, carré, qui fait à la fois hommage, si vous voulez, aussi à l'expressionnisme allemand, mais également aux expérimentations de Tarkovsky, auxquelles d'ailleurs Robert Eggers fait directement référence. Et c'est ça qui est assez fascinant globalement. Et puis c'est tourné justement avec des optiques très particulières, très anciennes, qui permettent justement de donner ce grain très particulier. C'est une œuvre esthétiquement d'une radicalité, d'une puissance absolument dingue. Comme le résume d'ailleurs très bien Robert Eggers, c'est un film qui est puissamment sexuel en plus, donc je trouve la dimension sexuelle extrêmement passionnante, et extrêmement ambiguë, extrêmement malsaine, puisque ça reste quand même deux gardiens de phare autour d'un phare, qui est le symbole phallique par excellence. En tout cas que d'ailleurs Robert Eggers traite comme tel, et ça a quelque chose encore une fois de très viscéral, et c'est ce qui crée quelque chose d'extrêmement anxiogène, mais de manière instinctive, primale. Donc le film est dingue, avec deux acteurs aussi qui sont monstrueux, Willem Dafoe et Robert Pattinson, qui sont juste absolument dingues dans ce film, et dingues à tous les sens du terme. C'est un vrai film sur la folie, d'une puissance absolument dingue, qui me fait beaucoup penser, alors ça qui m'avait donné envie de faire une vidéo donc sur Bug, sur le dernier Qu'est-ce qu'on mate ce soir, puisque c'est un film que je rapprocherais beaucoup en fait, et auquel quand je suis sorti de la salle après The Lighthouse, j'ai vraiment eu ce lien qui pour moi est extrêmement étroit, ténu entre The Lighthouse et Bug de Friedkin.
Donc c'est un vrai film sur la folie, on sait jamais vraiment où on est, si on est dans la folie ou dans le fantastique, du fantastique pur somme toute, hein, c'est l'idée encore une fois du point de vue, que sont le point de vue qu'on va adopter, soit on va voir quelque chose de surnaturel, soit on va percevoir quelque chose d'étrange, c'est l'inquiétante étrangeté encore une fois, mais qui est toujours extrêmement fine, cette étrangeté qui va jaillir du réel le plus confondant, le plus basique, le plus primaire qui soit. Et on va avoir ce petit élément qui va biaiser la réalité, qui va court-circuiter la réalité, et qui va nous mener aux confins de la folie. Donc le film est génial parce qu'en plus il est à mi-chemin dans cette idée du grotesque en fait, c'est-à-dire que le film est extrêmement terrifiant, mais en même temps il est toujours à la frontière, à la lisière de la comédie, et d'ailleurs parfois même il se permet d'ailleurs de faire un pas pour basculer dans la comédie pure. Et ça en devient justement, la comédie va servir énormément l'horreur, puisqu'on considère vraiment que l'horreur et la comédie sont deux genres très proches. Dans l'un, on va souffrir avec les personnages de la souffrance, qu'elle soit psychique ou physique, et là, ou morale d'ailleurs, de manière plus globale. Et la comédie, c'est là où on va en rire. Et là, c'est exactement ça, en fait. On est entre les deux, en fait. Parfois, on rit, parfois, on est terrifié d'en rire d'ailleurs, et parfois, on est terrifié tout court. En plus, il y a une sorte de magnifique relecture. Moi, c'est une des plus belles relectures que j'ai vues, au fait, du mythe de Prométhée aussi, notamment avec ce final que je vous laisse découvrir. Il y a un travail sur la nature qui est juste fou, qui était encore une fois déjà présente dans The Witch, avec le travail notamment qu'il fait sur les mouettes qui en deviennent, je trouve que c'est aussi fort que dans les oiseaux d'Hitchcock, cette terreur qu'il va insuffler en ces créatures, en ces volatiles que sont les mouettes. Donc c'est absolument terrifiant, il y a quelque chose en effet de Lovecraftien, même si c'est plutôt une inspiration Lovecraftienne qu'un film véritablement Lovecraftien, parce qu'il s'applique à une mythologie qui est assez différente de celle que va utiliser Lovecraft, mais son propos, sa manière d'aborder la folie, sa manière de traiter la monstruosité, de traiter ces créatures est très Lovecraftienne, même si encore une fois l'imaginaire qui est développé n'est finalement pas Lovecraftien à proprement parler, mais la démarche l'est. Donc le film est encore une fois sublime visuellement, extrêmement dérangeant, hyper sexuel, et cette dimension sexuelle en fait va créer encore une fois une sorte de malaise extrêmement profond, et en même temps une sorte de jouissance assez dingue. Je pense notamment à cette séquence entre Robert Pattinson et la sirène, notamment, puisqu'on va avoir plusieurs créatures fantastiques du folklore maritime en fait qui vont si vous voulez j'arrive pas à trouver le mot mais ça va venir, qui vont se succéder dans le film, dans une sorte de vision, de cauchemar, dans une sorte de vision hallucinatoire qui sont vraiment encore une fois terrifiantes, hein, qui prennent vraiment au trip. En tout cas moi le film m'a vraiment embarqué au trip. En plus le ratio de cadre est vachement intéressant parce que justement ça crée ce côté anxiogène, le cadre est anxiogène, mais pas parce que il dégage quelque chose d'anxiogène évidemment, mais le ratio va renforcer ça parce que de fait il est anxiogène, et quand tu es dans la salle c'est très très étrange. Le cadre est étriqué, il a la même forme que ce phare qui est aussi un espace confiné, étriqué, extrêmement linéaire et étroit, je ne trouvais pas mon mot. Avec ce traitement aussi du phare comme étant une sorte d'organisme vivant, il y a quelque chose qui est de l'ordre du body horror hein, dedans. Donc il y a tous ces éléments là en fait, il y a une sorte de vraie érudition du cinéma fantastique, vraie érudition de l'horreur qui fait citer tantôt Kubrick avec Shining, encore une fois tantôt quasiment Cronenberg avec cet élément là de ce phare extrêmement biologique, presque biomécanique j'utiliserais. Donc il y a quelque chose de Giger, il y a quelque chose d'alien aussi dans ce traitement, puisque le phare est traité un peu comme le Nostromo, enfin moi c'est comme ça que j'ai énormément ressenti aussi. Et puis en effet ce côté extrêmement Lovecraftien, et puis sous cet inconscient collectif en fait qui a développé Lovecraft et qui a fait rentrer ça en fait dans l'esprit des gens, même ceux qui n'ont pas lu Lovecraft d'ailleurs. Donc il y a cette idée là, et puis on parlait d'inquiétante étrangeté, il me semble tout à l'heure, je ne sais plus, quand on a parlé lors de la sortie, il y a une inquiétante étrangeté, je pense à un des meilleurs travaux de inquiétante étrangeté que j'ai vu depuis des lustres. En fait, je dis depuis des lustres, mais en fait depuis The Witch en fait, très clairement. Ce type-là, Robert Eggers, il a un style extrêmement reconnaissable, extrêmement puissant, qui en fait pour moi en fait un des futurs grands réalisateurs du fantastique et de l'horreur, ce qu'il a déjà en fait en réalité, mais je dirais pour moi il a une carrière encore qui ne demande qu'à exploser encore et encore. Donc vous allez voir, c'est à découvrir, magnifique. Et un élément donc que je voulais rajouter en fait sur The Lighthouse aussi, c'est ce travail sur la dialectique du maître et de l'esclave qu'on retrouvera dans les futurs films dont je vais vous parler, dans notamment la quatrième et la troisième, enfin la troisième pardon et la deuxième position.
à savoir la directive du maître encore une fois de l'esclave, que je trouve est extrêmement bien traitée dans le film également, dans ce relationnel entre ces deux personnages. Relationnel encore une fois qui est très intéressant parce qu'il est extrêmement riche, qui est en effet cette directive du maître et de l'esclave. Il y a ce mythe prométhéen aussi qui va amener fatalement des questions de domination et de soumission, et justement auquel le film encore une fois fait très directement référence à l'image de son plan final. Et puis il y a ce côté aussi dans cette relation que ces deux personnages entretiennent, puisqu'encore une fois j'insiste sur le fait que c'est deux seuls personnages du film véritablement, puisque le reste après reste divagation, et reste à votre d'ailleurs au passage à votre propre jugement, à savoir qu'est-ce qui se passe véritablement dans ce phare, même si le fantastique fatalement à un bon moment il prend forme véritablement, mais tout est question de point de vue encore une fois, et ce côté encore une fois extrêmement sexuel en fait qui est là. J'ai aussi il y a un travail de la violence que je trouve très intéressant sur la question du hors-champ et de ce qu'il y a dans le champ, qui va aussi jouer d'ailleurs au passage dans les incursions véritables du fantastique direct, mais qui dans la violence aussi a vraiment un intérêt, une pertinence, une puissance assez folle. Donc The Lighthouse, il y aurait des tas de choses à dire, peut-être ferai-je une vidéo d'ailleurs à la sortie d'un DVD pour prendre un peu plus de temps pour le travailler, pourquoi pas, mais analyser des séquences parce qu'il y a des choses vraiment superbes. Donc c'est un film magnifique, c'est pour moi là on bascule vraiment dans un petit chef-d'œuvre, donc allez voir The Lighthouse s'il est encore en salle. Bijou. Donc, dès lors, venons-en peut-être au film qui, dans une certaine mesure, et ça paraît certainement étrange, mérite le moins sa place, je veux dire objectivement dans le classement, mais qui, subjectivement, finalement m'a conféré moult émotions. Je vous invite justement à aller écouter le ciné qu'on avait fait avec l'ami Julien sur donc Tree from Hell de Rob Zombie, parce que j'avais donné en détail, donc c'est pour ça que je vais pas trop m'apesantir sur ce film là, parce qu'on en a parlé en long, en large et en travers. C'est un film qui est effectivement bourré de défauts, mais qui m'a touché très profondément, donc que je considère comme subjectivement valant cette 6ème place ex aequo avec The Lighthouse, même si vous voulez techniquement les deux, à mesure il y a pas photo en fait, il y en a un qui n'arrive pas à la cheville de l'autre. Donc Tree from Hell, donc dernier volet de la trilogie Firefly, qui comptait jusqu'alors donc La Maison des Mille Morts et The Devil's Reject. The Devil's Reject est un chef-d'œuvre absolu. Moi ce que j'aime bien dans Tree from Hell en fait finalement, c'est que c'est un film qui est encore une fois bourré, mais ras la gueule de défauts, de rythme, d'écriture. Il y a des éléments de mise en scène qui font extrêmement cheap. Il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas. Je trouve que notamment le dernier segment qui est en même temps extrêmement fandard, mais aussi est extrêmement maladroit. Malgré tout ça, ce film-là me touche très profondément. Alors, d'autant plus que si vous voulez, pour revenir à l'idée de base, c'est que la genèse même de l'idée de faire ce 3e volet, finalement, c'est déjà quasiment un pied de nez, c'est très ironique, c'est-à-dire que le film n'est jamais cynique mais ironique. C'est encore une fois de s'arrêter sur un film qui était The Devil Reject, le diptyque en fait, Firefly qui était La Maison des Morts et The Devil Reject, pouvait s'achever en fait par cette fin épique qui était celle de Devil Reject. Pourquoi repartir sur autre chose ? Écoutez, ça je sais pas vraiment, mais en tout cas, alors peut-être parce qu'il y avait cette envie des fans évidemment de retrouver la famille, peut-être qu'il y avait une envie de la part de Rob Zombie, et je pense qu'il y en avait une, je pense pas que ce soit un mec qui se jette dans les projets de manière opportuniste, je pense qu'il a voulu y aller, d'autant plus que quand on voit ce que le film a proprement parlé, techniquement évidemment qu'il n'y a pas été par opportunisme. Je pense qu'il avait encore des choses à dire sur ses personnages, il avait encore des choses à dire sur l'Amérique, et il y a été. Bien sûr, ça fonctionne pas globalement sur pas mal de points, mais en même temps sur beaucoup d'autres ça fonctionne très très bien. Et moi pour le coup ça m'a vraiment pris au trip comme film. Alors, le premier visionnage a été un petit peu difficile parce qu'encore une fois j'avais, je pense, potentiellement des attentes très élevées, parce que pour moi ça reste quand même, The Devil Reject est un morceau de cinéma extrêmement important pour moi, et pour moi c'est un chef-d'œuvre, même au-delà de ça, c'est un pur chef-d'œuvre. Là pour le coup j'avais des attentes que j'ai dû en fait lors de mon revisionnage revoir à la baisse, et le film m'a bien plus plu en fait dans ce second visionnage et m'a bien plus touché. Ça reste un film, voilà, encore une fois, qui globalement en fait part dans tous les sens, les acteurs sont en roue libre, il y a du référentiel qui fonctionne, il y a du référentiel parfois qui fonctionne pas. Je pense toute la première partie avec Baby, un petit peu en mode Woman in Prison, Femme Scorpion, fonctionne pas très bien, mais en même temps il y a des passages qui sont vraiment très cool, il y a des fulgurances de gore qui sont très bonnes, il y a des idées de mise en scène qui sont super cool. Il y a moult acteurs, une troupe d'acteurs que je trouve géniaux dans l'ensemble, quand même ils sont en roue libre, et je veux dire même quand ils sont en roue libre ils sont très très cool. Donc il y a plein de choses qui fonctionnent, c'est une sorte d'énorme bordel, ça va dans le côté extrêmement chaotique, qui est encore une fois inhérent au cinéma de Rob Zombie,
Mais là, on sent que le chaos, justement, est un peu moins maîtrisé. Mais c'est pas grave, finalement. Donc vous allez me dire, mais là, je donne beaucoup de choses négatives. Et si vous allez voir, justement, écouter le synesthésie qu'on a fait avec Julien, c'est évidemment mais il ne mérite pas sa place à proprement parler, d'un point de vue objectif. Mais en même temps, un top reste subjectif, demeurera toujours subjectif. Et face à, par exemple, un Lighthouse que je vais mettre au même niveau de mon top, mais qui est techniquement absolument parfait, et ce truc-là qui arrive finalement pas forcément à sa cheville, n'empêche que émotionnellement j'y ai trouvé quelque chose. J'ai trouvé quelque chose que je ne trouvais pas dans d'autres films et qui mérite amplement en fait cette place dans mon top parce que j'ai trouvé vraiment des émotions extrêmement fortes, un humour que je trouve vraiment intéressant qui était déjà présent à Rob Zombie, mais que là il va, si vous voulez, il va en mettre plus encore et encore. Il va développer son humour de manière assez féroce et carnassière et ça c'est vraiment cool. Parfois en flirtant avec l'absurde et de manière juste géniale. Il y a plein de passages qui sont absolument hilarants, qui sont absolument délicieux. Donc tous ces petits éléments là, mis bout à bout, si on cherche à droite à gauche, on prend ces éléments là, tous ces éléments encore une fois d'humour, ces fulgurances de mise en scène, ces fulgurances de gore, ces fulgurances encore une fois d'éléments extrêmement ironiques, bah tout ça fonctionne. Et on sent que Rob Zombie a tout mis dedans, parce que je sais pas ce qu'il fera après, hein. Je veux dire, il y a tellement de projets de Rob Zombie qui ont périclité, je pense au Tyrannosaurus Rex par exemple, que je sais pas ce qu'il va faire derrière. Et là on a l'impression qu'il a tout mis dedans. Il s'est vraiment livré à fond. Il y a mis un peu son baroud d'honneur pour terminer je ne sais pas quoi, si vraiment il a terminé ou pas. Et il met tout. Et il s'amuse. Et nous finalement c'est assez communicatif, on s'amuse aussi. Donc moi je me suis éclaté en fait, surtout lors du second visionnage où j'ai un peu, si vous voulez, mis de côté le côté réflexif et analytique pour pouvoir me laisser porter par les personnages, par l'histoire, par le délire, par ce côté absurde. Et ça a fonctionné vachement mieux et finalement ça a fait émerger des émotions que je ne suspectais même pas avoir eues lors du premier visionnage. Donc Tree from Hell, ça reste un film que je trouve important, en tout cas là vraiment de manière extrêmement subjective cette année. Même si encore une fois j'aurais tendance à dire que c'est pas un bon film à proprement parler au sens d'un très bon film. Je veux dire c'est un bon film et pas un très bon film. Mais moi il m'a tellement touché, c'est tellement un bon film, très bon film pour moi en fait que là-dessus je ne transigerai pas, c'est très difficile à dire transiger. Je le laisse ici avec, si vous voulez, sûreté et je l'assume totalement. Donc Tree from Hell de Rob Zombie, allez faire un tour, c'est vraiment très cool. Je vous ai déjà exprimé, je pense, sur cette chaîne, tout l'amour que je porte au travail de Mike Flanagan, qui pour moi est un des réalisateurs les plus passionnants actuellement dans le cadre du fantastique, je dirais un peu mainstream à proprement parler, même s'il a plutôt commencé avec Absentia, plutôt dans quelque chose de très indé, mais pour le coup il a été très vite récupéré par des studios plutôt importants, et ça lui a permis justement de faire ses armes dans un premier temps, et de développer, je pense, au fur et à mesure que sa filmographie avance, une patte vraiment extrêmement personnelle finalement, et qui fait que malgré le fait que ces dernières œuvres sont plus dans un cadre finalement assez, encore une fois, mainstream, oserais-je dire commercial, mais c'est pas un gros mot commercial, hein, dans un cinéma beaucoup plus, si vous voulez, grand public, c'est pas pour autant qu'il n'en a pas développé une vraie patte, une vraie ambition d'auteur, parce que je considère que c'est un vrai auteur. Et justement je voulais en revenir à son Dr. Sleep, sorti cette année également, donc suite du roman de Stephen King, mais également, et c'est ça que je trouve intéressant, suite au Shining de Kubrick. Ce qui est intéressant justement, c'est qu'il arrive à créer quelque chose qui permet de faire une sorte de balancier, c'est une sorte de concession, mais une concession extrêmement talentueuse à deux œuvres qui finalement sont très opposées sur plein de points. L'ouvrage de Stephen King qui était plutôt un ouvrage très, si je puis dire, très émotionnel, très chaude, très chaleureuse, qui se terminait d'ailleurs dans les flammes, comme le dit d'ailleurs Stephen King. Là où le film de Kubrick était beaucoup plus cérébral, beaucoup plus froid, et qui se terminait justement par un personnage dans un labyrinthe qui se retrouvait congelé, si je puis dire. Donc il y avait une vraie opposition entre les deux, et ce que je trouve très très fort avec Flanagan, c'est qu'il arrive à réunir les deux, à reprendre des éléments du film de Kubrick de manière extrêmement fidèle, tout en réussissant à réinvestir les éléments de Stephen King à l'intérieur de cette suite du film de Kubrick. Donc ça, je trouve ça assez génial, c'est un vrai exercice d'équilibriste, il est hyper habile, il s'en sort extrêmement bien, donc c'est-à-dire qu'il y a des éléments narratifs, émotionnels, des éléments d'écriture
propre à King qui va encore une fois retravailler et réinvestir son film, tout en utilisant toute une charte visuelle, toute une esthétique qui est très proche de celle de Kubrick, en faisant vraiment un travail de reconstitution à proprement parler du film, qui va simplement retravailler avec ses propres motifs et en posant vraiment cette idée de suite, tout encore une fois, oui ça c'est important, en ne perdant pas pied en fait, en vraiment gardant sa patte d'auteur à lui. Donc c'est pour ça que le film est vraiment passionnant sur plein de trucs. Il a quelque chose du fantastique épique, et le film est vraiment épique, hein. Je trouve que sur la fin il y a une sorte on est vraiment galvanisé. Je parlais de ça justement à propos de ça, chapitre 2 dans le Andrés Muschietti. C'est un peu pareil, il y a vraiment cette volonté, cette velléité de faire du fantastique épique qui transporte l'imaginaire, et puis c'est un vrai beau film sur l'imaginaire justement, sur le pouvoir de l'imaginaire, sur l'importance et la nécessité de l'imaginaire, ce qui est quelque chose très propre à King justement, et que dans une certaine mesure, Kubrick avait un petit peu mis de côté, même si c'était présent en filigrane, mais Kubrick avait vraiment travaillé ses propres obsessions. C'est en ça d'ailleurs que le film de Kubrick est une vraie adaptation, c'est-à-dire que c'est un film qui a compris l'œuvre de King, mais qui se l'est approprié justement avec ses propres obsessions, qui n'est pas une œuvre fidèle, c'est pas un copier-coller à proprement parler, c'est un réinvestissement d'une narration, et qui est retravaillé à l'aune surtout de ses propres obsessions, de ses propres questionnements. Et Kubrick là-dessus avait très bien compris ces éléments. D'ailleurs il y avait des éléments qu'on trouvait chez King à l'origine, hein, qui sont encore chez Kubrick aussi, mais en investissant avec plein d'éléments très très personnels. Et bah là c'est exactement le même système, c'est-à-dire que Flanagan, et c'est ça qui est assez fort, va s'amuser à travailler ces deux œuvres-là, à essayer de trouver un compromis, et en plus, une fois qu'il a trouvé ce compromis, d'y glisser ses propres obsessions, ses propres questionnements, ses propres délires. Et ça, là-dessus, c'est vraiment, il y a une sorte je parlais de compromis entre deux œuvres, il y a un compromis finalement entre trois auteurs, entre King, Kubrick et Flanagan. Et là-dessus, c'est extrêmement fort. Alors le film est visuellement en plus somptueux, il y a des trucs magnifiques, il y a un travail sur les éléments oniriques qui sont juste fous. On vogue entre moult genres, du fantastique à l'horreur, en glissant parfois vers la fantasy, et tout est mixé, tout se passe extrêmement bien. Il y a un jeu sur les tons, sur les ruptures de tons, sur les ruptures de genre, sans que ces ruptures n'apparaissent comme des ruptures, c'est-à-dire que tout glisse de manière absolument parfaite, tout semble totalement, si vous voulez, naturel, et c'est ça qui est extrêmement beau, et qui fait que le film est très 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 impliquant, touche viscéralement, et ça émotionnellement c'est un film qui est très fort. Moi ça m'a fait verser ma petite larme à plusieurs reprises, je trouve que c'est vraiment beau. Et puis j'ajouterais à ça aussi qu'il y a ce jeu de rupture entre les genres, plutôt je dirais que rupture est un mot un peu dur, il vogue entre les genres, encore une fois, il vogue entre les tons, et ça crée une sorte d'alchimie qui est, je trouve, assez dingue, tout en se référant de manière extrêmement intelligente. C'est-à-dire que c'est un film qui est pas c'est pas du fan service à proprement parler, je pense. Tous les éléments qu'il invoque, qui sont soit propres à King, soit propres à Kubrick, soit propres aux deux parfois quand il arrive à faire le pont, bah ça fait pas fan service, c'est pas artificiel, on est sur quelque chose où on a vraiment un univers à développer, et tous ces éléments là qui de fait font appel soit visuellement à Kubrick, soit thématiquement, narrativement à King, bah finalement tout va très bien, tout se passe très bien, ça paraît comme une nécessité narrative, dramaturgique, donc c'est génial. Et puis j'ajouterais aussi cet élément qui moi me touche extrêmement de manière globale, hein, ça j'en ai déjà parlé je pense dans les derniers éléments, dans les derniers films dont je vous ai parlé justement dans ce top, bah c'est que finalement c'est un film qui pour moi aussi a parfaitement compris l'importance des personnages, c'est-à-dire que tous les personnages sont extrêmement bien écrits, les relations qui se tissent entre eux sont parfaitement posées, ce qui fait que justement le fantastique, bah il a une base solide. C'est encore une fois, c'est mettre du fantastique pour mettre du fantastique quand il n'y a pas de personnage, ça n'a pas grand intérêt en fait, c'est-à-dire que je prends n'importe quoi, je vais aller chez Marvel, mais pour moi chez Marvel il n'y a pas de personnage en fait, en tout cas c'est ça le souci, c'est-à-dire que tu balances 15 000 éléments fantastiques mais qui sont pas soutenus par des personnages, pour moi ça n'a aucun intérêt. Là ce qui est très intéressant, c'est que tout est soutenu par des personnages solides auxquels on croit, quand bien même tout ce qui se passe d'un point de vue fantastique n'est que vraisemblable, n'existe pas, mais c'est vraisemblable par rapport aux personnages qu'on a en fond. Tout est logique, tout fonctionne, tout est logique, je mets entre guillemets logique, parce que je sais pas pour poser de rationalisation à outrance, c'est pas ça, c'est tout fonctionne, tout est vraisemblable et tout est cohérent et pertinent à l'intérieur de l'univers proposé, parce que les personnages sont cohérents, pertinents avec eux-mêmes, et ça pour ça c'est génial. Donc Dr. Sleep pour moi c'est vraiment un petit bijou que j'ai vu cette année, j'ai été vraiment assez bouleversé par le film. Et encore une fois, ça me conforte dans l'idée que Mike Flanagan, c'est un type vraiment sur qui on peut compter, qui après des œuvres comme Oculus, comme Ouija les origines dont j'avais parlé, il me semble, sur la chaîne,
des séries par exemple comme Haunting of Hill House aussi, bah, c'est un type sur qui il faut compter, je pense, dans le fantastique actuellement. Et je trouve que c'est un type d'autant plus passionnant qu'il officie dans le cinéma fantastique et cinéma d'horreur mainstream. Et ça, c'est important, des mecs comme ça. C'est un vrai passionné, c'est un type qui est jamais cynique, c'est juste un type qui est, encore une fois, qui a un vrai amour pour tous ces univers-là, un vrai amour pour toute cette culture-là. Donc c'est ça qui le rend absolument magnifique et nécessaire, ce type de film. Dès lors, une des autres œuvres phares pour moi de cette année, Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino. Alors pour le coup, j'en avais fait un retour aussi sur la chaîne. Je mettrai au passage tous les retours que j'ai fait un peu plus détaillés en fait dans la description, comme ça vous pourrez aller voir si vous voulez quelque chose de plus conséquent, de plus construit. Même si c'est des choses qui sont finalement plus à chaud, puisque là j'ai eu quand même un certain recul avec. Bon, c'est un film que j'adore, que je trouve être un retour en force de Tarantino, même si je suis un grand fan des 8 salopards et de Django, mais c'est vrai que comme je l'avais expliqué dans cette critique, on va dire à chaud, que j'avais faite au moment de la sortie de Once Upon a Time, j'avais en effet, j'ai toujours eu un petit problème avec une petite période de Tarantino qui est grossièrement le diptyque Grindhouse, donc avec la partie Death Proof, donc de Tarantino Boulevard de la Mort, et surtout le gros problème que j'ai, c'est avec Inglourious Bastard. Bref, dans tous les cas, pour moi c'est un très grand film. Pour le coup, ce Once Upon a Time in Hollywood, c'est un vrai petit bijou. C'est une déclaration d'amour au cinéma, c'est une déclaration d'amour à une certaine époque du cinéma, mais de fait, de manière beaucoup plus large, à tout un pan du cinéma et de l'histoire du cinéma. Donc quand on aime l'histoire du cinéma, quand on s'y intéresse en plus, il y a un vrai facteur, une vraie dimension documentaire au film, et c'est ça qui, pour certains, peut-être les a laissés un peu de côté. Moi je trouve justement c'est ce qui donne le côté passionnant, c'est une reconstitution magnifique, c'est narrativement très intéressant. Là où certains y ont vu justement un manque d'ambition narrative par rapport à d'autres œuvres de Tarantino, moi j'y vois une œuvre plus intimiste, plus personnelle, et je ne suis pas le seul au passage à voir cette dimension-là, ou bien au contraire, hein. Mais voilà, moi c'est ça qui m'a touché, c'est ce côté éminemment personnel, éminemment autobiographique dans cette œuvre-là. Tarantino qui parle lui, qui parle encore une fois, mais ça j'avais détaillé vraiment dans le petit retour que j'avais fait, qui parle lui en fait dans un contexte cinématographique qui grossièrement ne lui parle plus, ou on va dire au moins dans lequel il ne se retrouve plus, en tout cas on va dire ça comme ça. Et puis c'est un vrai film. On parlait du pouvoir de l'imaginaire tout à l'heure avec le Dr Sleep justement de Mike Flanagan. Là c'est pareil, c'est une vraie œuvre qui revendique la puissance magique du cinéma, tellement magique que elle peut changer l'histoire, elle peut changer ce qui va justement permettre l'émanation de cette puissance cathartique du dernier acte du film, que je ne spoilerai pas ici de toute façon, hein, il me semble que je l'avais spoilé, hein, si vous voulez un peu plus de détails là-dessus, dans le retour que j'avais fait à l'époque de la sortie. Et là je trouve que justement ce qui est intéressant, c'est cette déclaration d'amour au cinéma comme pur objet magique, parce que ça qui est important, hein, je rappelle, et je ne cesse de rappeler, je pense sur cette scène, un lien historique qui est très étroit entre la magie que vous voyez sur cette chaîne parfois et le cinéma. Et pour le coup, vous avez vraiment ce fond-là, cette idée que le cinéma est magique. Le cinéma peut être une arme, mais le cinéma peut être une sorte de sortilège absolument magique qui permet, pour le coup, ici, de changer l'histoire et de manière, si vous voulez, complètement cathartique, complètement jouissive. Alors c'était un petit peu ce qu'il faisait dans Inglourious Bastard, mais pour moi, il ratait le coche avec celui-là. Il le faisait de manière très maladroite et pas très intéressante. Parce que pour moi, le problème d'Inglourious Bastard, justement, c'est ça qui, pour moi, fait le reflet, si vous voulez, mais le reflet, moi, qui me plaît, vertueux, en fait, de Inglourious Bastard, de Once Upon a Time in Hollywood, c'est que pour le coup, Inglourious Bastard, pour moi, il n'y avait pas de personnages, ou peu de personnages, c'était très peu écrit, mais beaucoup de péripéties, finalement. Là, pour le coup, il y a peu de péripéties au sens strict du terme, mais un travail sur les personnages qui est pour moi un travail d'orfèvre en fait, et qui justement va mener à ce final cathartique de manière... encore une fois, c'est l'écriture des personnages qui va décupler la puissance de ce passage cathartique, de ce passage de retravail de l'histoire. Là, ça me plaît parce que c'est soutenu par des personnages, parce que c'est soutenu par une narration aussi, qui est simple, mais qui est encore une fois prise sur des bases d'écriture qui sont pour moi absolument brillantes et géniales. Ce qui n'était pas le cas pour moi d'Inglourious Bastard, qui est un film qui justement se perdait dans quelque chose d'assez artificiel et donc de pas très intéressant. Et le final, de fait, qui se voulait cathartique, extrêmement jouissif, ne l'était pas vraiment.
Là il l'est parce qu'il y a toute une construction des personnages, comme une sorte de monstrueux, si vous voulez, fusil de Tchekhov qui va mener à ça. Parce qu'au-delà des personnages, il y a ce fusil de Tchekhov continuel. Alors, Tarantino est le cinéaste du fusil de Tchekhov, si vous voulez. Mais là, je trouve que le système, il le pousse vraiment dans ses ultimes retranchements pour justement avoir cette explosion finale, ce coup de fusil final, si vous voulez, du fusil de Tchekhov qui est juste brillant et juste hallucinant et en même temps extrêmement, extrêmement touchant parce que c'est aussi un film qui moi, a vraiment bouleversé intérieurement, qui a remué mille et une émotions. Donc, je trouve ça absolument dingue. C'est un très grand film. Donc, Once Upon a Time in Hollywood, je vais pas plus creuser dessus puisqu'on avait déjà fait encore une fois ce retour, donc je vous invite à y retourner. Et pour moi, chef-d'œuvre absolu. Hein. Je pense qu'on arrive dans la catégorie de ce que j'appelle les chefs-d'œuvre avec les films qui vont suivre en tout cas celui-ci. Un bonheur. Donc nous arrivons sur le podium. Alors pour le coup, vous avez vu de toute façon que c'est un peu vicié depuis le début, parce que je mets des ex-aequo de cœur, des films plus objectifs, on va dire, en termes de jugement. Là, on va venir justement à un podium où il n'y a pas 3 films, mais en réalité 5, parce qu'il y a un ex-aequo en seconde position, et je vrillerai encore plus, si vous voulez, la règle du top 10 de l'année, parce qu'en réalité, je vais vous parler d'un film aussi en première position, ex-aequo, qui est un film qui date de 2018, mais que j'ai vu en 2019. Mais à la limite on s'en fout finalement, c'est très subjectif, on se fait plaisir, c'est juste un top, je suis pas allé trop loin, je suis resté quand même l'année précédente. Mais voilà, j'avais envie d'en parler quand même de cet ex-aequo là. Donc pour le coup, venons-en donc aux 3 meilleurs films de l'année, en réalité donc comme je vous le disais 5, mais qui sont des que j'arrivais pas à trancher entre. Dans un premier temps, je vais venir au Us de Jordan Peele. J'avais fait de toute façon dans tous les cas un petit retour à chaud que je mettrai en lien dans la description. Us, c'est juste un film imparfait, mais extrêmement, extrêmement intéressant, passionnant, riche, alors d'une richesse politique, sociale, religieuse, mystique, philosophique, absolument dingue. Je pense qu'on peut l'étudier de moult manières, et c'est un film, c'est important pour moi, qui n'est pas bloqué à son époque, c'est-à-dire qu'il est symptomatique d'une époque, mais en même temps il est intemporel, parce que je pense que dans 10, 15, 20 ans, on pourra le revoir, et il sera encore une fois l'émanation de son époque, parce que finalement il touche à quelque chose, et ça pour moi qui fait les grands films, c'est l'idée que c'est des films qui touchent à quelque chose d'universel, qui ne s'arrêtent pas simplement à son époque. Évidemment que le contexte historique est nécessairement à prendre en compte pour pouvoir réfléchir et analyser un film, c'est évident. Par contre, quand un film arrive à aller au-delà de sa simple contextualisation historique et qu'il touche à quelque chose d'universel et d'intemporel, là c'est dingue. Et Us, pour moi, c'est ça. C'est un film qui a tout compris sur cette manière de traiter de manière finalement assez abstraite, tout en étant viscéral aussi, parce que c'est un putain de film de genre aussi, qui est très viscéral. Alors malgré toutes les petites erreurs de rythme, malgré les petits problèmes de mise en scène parfois, malgré les petits soucis d'écriture, il n'empêche que c'est un film qui est d'une efficacité redoutable et qui en plus est autant sur le fond que sur la forme, extrêmement travaillé avec une précision chirurgicale, qui travaille un écho entre le fond et la forme qui est juste dingue. Et on pourrait même jouer de manière quasiment méta en posant l'idée que le fond et la forme ne sont que des doppelgangers aussi, c'est-à-dire que le fond est le double de la forme et le forme est le double de la forme et le double du fond. Vous voyez ce que je veux dire, voilà, c'est pas trop compliqué. Mais dans tous les cas, voilà, c'est-à-dire que c'est un film qui est génial pour ça. On en reparlera un petit peu plus tard avec le deuxième du podium, mais c'est un film qui traite de thématiques finalement philosophiques et politiques assez classiques et assez finalement qui sont inscrites dans une certaine mesure dans l'inconscient collectif, la lutte des classes chez Marx, la directive du maître et l'esclave chez Hegel, donc qui reprend ces éléments-là, mais qui justement va les transcender par le biais de son histoire, qui elle-même va être transcendée par sa mise en scène. Et c'est ça qui fonctionne à mort. Alors bien sûr, il y a des trucs, encore une fois, qui peuvent être considérés comme étant étranges, pas forcément très bien réussis. Le récit, dans une certaine mesure, est assez prévisible. On reste sur du home invasion qui bascule dans le survival assez classique. Mais c'est pas grave, ce qui est important, c'est la richesse qu'il y a derrière tout ça. C'est ce qui nous permettra, dans quelques années, d'analyser avec tout autant de passion et en trouvant des échos autour de nous continuellement. C'est-à-dire qu'encore une fois, c'est un film intemporel et j'insiste vraiment là-dessus. Et puis c'est aussi un film qui, je trouve, par le biais de sa mise en scène, par le biais de son image, et c'est un film qui a parfaitement compris qu'on raconte, c'est le cinéma, c'est la spécificité du médium cinématographique, c'est de raconter une histoire
par l'image avant tout, qui a très bien compris ce qu'était l'ingrédient d'étrangeté. Je vous en parle depuis le début, mais pour moi c'est quelque chose qui est vraiment très très cher à mon cœur, qui gère l'ingrédient d'étrangeté à la perfection, qui a magnifiquement compris comment simplement par l'image, on peut susciter cette gêne par le biais de l'ingrédient d'étrangeté. Et c'est juste passionnant là-dessus. Et puis au-delà de ça, c'est un gouffre métaphysique, etc. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un film qui est à la fois très abstrait et à la fois très viscéral, qui est à la fois très réflexif et qui est à la fois très émotionnel. Donc ça, je trouve ça assez génial, assez passionnant. En plus, c'est interprété de manière magistrale par sa troupe d'acteurs, donc ça fonctionne à mort en fait tout du long. Donc il y a rien à dire en fait sur le film, si ce n'est que pour moi c'est un petit chef-d'œuvre du fantastique. Qui a vraiment cette idée de patte, hein. Je trouve que Jordan Peele c'est un type qui est vraiment passionnant pour ça, c'est-à-dire qu'il a une vraie patte, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Jordan Peele, vous regardez Get Out et vous regardez donc Us, et vous avez vraiment quelque chose qui est de l'ordre de constant, d'obsession, d'un ton particulier, d'une ambiance particulière, d'une patte particulière du réalisateur, qui fait que ce mec-là est assez unique dans l'univers cinématographique actuel. Et même dans l'histoire du cinéma de manière globale, parce que pour moi ce travail notamment aussi sur l'humour, sur le décalage ironique, sur le lien avec l'horreur, sur le fait de mixer ces deux genres qui sont finalement extrêmement proches, à la fois de rire de la souffrance mais de souffrir de la souffrance tout en riant. Il y a cette dialectique là qui fonctionne très bien entre la souffrance et la manière dont nous spectateurs allons la ressentir et la prendre, soit avec recul, soit par empathie, en empathie totale. Je trouve ça génial, je trouve que c'est un type qui arrive à gérer ça de main de maître, et vraiment c'est Jordan Peele, un cinéma à lui, il a une patte à lui, encore une fois qu'on apprécie ou pas, mais justement c'est ce qui fait que pour moi son cinéma est extrêmement particulier, et c'est ce qui fait que c'est un cinéma d'auteur à part entière, c'est qu'on peut très bien ne pas adhérer du tout, ou alors adhérer complètement et définitivement à son style. Moi c'est mon cas, j'ai pris mon parti, j'adhère complètement à son style. Ça va typiquement dans l'idée de la politique des auteurs de Truffaut, hein, c'est totalement ça, c'est-à-dire que c'est un film qu'on ne peut qu'aimer quand on connaît et quand on aime son auteur. Et pour le coup, c'est exactement ça. Moi, j'aime Jordan Peele, j'aime sa manière de travailler. Pourtant, c'est son deuxième film, hein, c'est pas grand-chose, on n'est pas sur une carrière extrêmement vaste, mais il y a quelque chose qui, pour moi, témoigne vraiment de l'essence. Il y a quelque chose, il y a une essence de son cinéma d'ores et déjà, ce qui est très rapide pour moi. C'est un vrai auteur à part entière et moi il me touche très profondément. Donc Us, très grand film de cette année. Dès lors, deuxième ex-aequo que j'ai inclus très récemment dans mon top. C'est pour ça d'ailleurs qu'au passage quand je vous parle de The Irishman de Scorsese, je vous dis que c'est le seul film Netflix que j'ai mis dans mon top. En réalité c'est faux puisque j'ai vu le film entre temps. Et j'avais envie de vous en parler parce que moi c'est un film qui m'a profondément bouleversé et touché. Et sous l'impulsion au passage de ma femme, donc je la remercie énormément d'avoir permis de découvrir ce film là que je n'avais pas vu. Elle l'a vu avant moi et elle me l'a conseillé très fortement. Elle l'a regardé justement pour les fêtes de Noël. Klaus de Sergio Pablo, qui est un film que je trouve juste bouleversant, qui est sur Netflix, qui est sorti à Noël pour le coup, donc pile au moment où il fallait, et qui est un film juste magnifique, un film d'animation. Qui est le meilleur film d'animation que j'ai vu cette année. Alors, j'ai beaucoup aimé, il était vraiment aux portes de mon top. L'invasion des ours en Sicile. Bon, on y reviendra un petit peu peut-être à l'occasion quand je vous parlerai peut-être de ce qui frisait, ce qui flirtait avec mon top si je puis dire. J'y reviendrai peut-être, mais qui est un film que je trouve juste magnifique également. Mais Klaus pour le coup a vraiment emporté ma pleine adhésion. Je trouve que c'est un film qui est passionnant visuellement en fait sur la forme. Je trouve qu'il y a un vrai travail entre le dessin traditionnel et les VFX. Je trouve que les deux sont très très bien imbriqués, avec un travail justement sur les textures que je trouve juste folle. Il y a des choses qui sont vraiment extrêmement palpables, charnelles, et j'aime vraiment beaucoup ça. J'ajouterais à ça aussi qu'il y a un travail de la mise en scène qui est très live en fait, c'est intéressant. Il y a une manière de bosser la mise en scène qui est très proche d'un cinéma, d'un film live, et je trouve ça juste très cool. C'est-à-dire que cette année il y a deux films qui m'ont beaucoup notamment marqué par leur transition. C'est ça, chapitre 2, j'en ai pas parlé je pense dans le petit retour que j'ai fait quand on a parlé de la 10ème place de Muschietti. Il y avait un travail sur les transitions, on avait parlé avec Charles notamment dans le Cinemagic, dans le petit podcast qu'on a fait sur sa chaîne, avec notamment ce travelling magnifique qui partait dans un ciel étoilé
et on se rendait compte peu à peu qu'en réalité la caméra se trouvait sous une table dès lors que ça permettait la transition, et que les constellations dans le ciel c'était en réalité le tracé d'un puzzle qu'on voyait du dessous des différentes pièces, et on ressortait, le travelling ressortait par la pièce manquante. Et c'était si vous voulez, un plan qui était lourd de sens en fait, qui avait un vrai sens, qui n'était pas juste là parce qu'il était beau, mais c'était juste magnifique déjà, et en plus c'était un plan qui était d'autant plus intéressant qu'il avait un véritable sens extrêmement profond. Là c'est à peu près le même système, c'est-à-dire qu'il y a un travail sur les transitions que je trouve juste magnifique, c'est bourré d'idées, et ça a toujours un sens en fait, et ça je trouve ça important, c'est-à-dire qu'on n'est pas là juste pour la pause, on est là parce qu'il faut raconter une histoire, raconter quelque chose, et la transition entre des séquences, quand même elle est faite avec beaucoup de brio et d'inventivité, elle a un sens avant tout, elle n'est pas juste là pour faire joli, et ça je trouve ça super cool. Donc je trouve également que dans ce dessin animé il y a énormément de travail sur les personnages, d'écriture, tous les personnages sont extrêmement touchants, et finalement c'est intéressant parce qu'il n'y a pas un travail si manichéen en fait dans le film, c'est beaucoup plus subtil que ça, et je trouve ça vachement intéressant également, et ça va de pair avec un autre truc que j'aime bien aussi dans le film, qui pour moi manque cruellement actuellement, notamment avec tout ce que fait Disney par le biais de Marvel ou autre, c'est que justement on a tendance à la mort n'existe plus, n'a plus de valeur au cinéma. Bon, je suis pas le seul à le dire, il y en a plein qui le disent, et je ne fais que me joindre au cœur de ce questionnement là. Je trouve que la mort n'existe plus. Par le biais de ce genre de gros studios, on annule, on fait disparaître la mort, et je trouve ça extrêmement dommage. Je trouve ça d'autant plus dommage dans des films qui parlent à des enfants. Je pense que c'est très important d'évoquer, notamment par le biais du cinéma, par le biais de l'art, la mort de manière globale, et je trouve que dans ce film là c'est fait avec beaucoup de subtilité, c'est à dire qu'il y a quelque chose de très macabre dans le film, parce que la mort elle est tout le temps là en fait, elle est tout le temps en filigrane dans le film, que ce soit par le biais de ce qui se passe dans ce village là, de la violence, parce que le film est très cruel, je trouve, il est très cru et cruel, notamment dans la violence qui s'exerce à l'intérieur de ce village entre les deux communautés qui s'y battent continuellement. Il y a toujours ces traîneaux qui passent régulièrement avec des cadavres dedans. C'est toujours encore une fois en filigrane de manière très subtile, sans appuyer la chose, mais il y a de la mort elle rôde absolument partout. Et puis vous avez ce personnage à la fin, je vais éviter de spoiler, je ne spoile pas, mais dont la mort est traitée de manière extrêmement poétique, et avec là où le reste est assez cruel et macabre, il y a une deuxième manière dont Sergio Pablos travaille la mort, c'est avec ce final que je trouve extrêmement beau, avec donc la mort d'un personnage qui est évoqué de manière très subtile et très poétique. Et encore une fois, j'insiste, pour moi c'est nécessaire en fait, parce que s'il n'y a plus la mort au cinéma, bah, ça annule toute dramaturgie, ça annule tout le fait que dans une certaine mesure, dans le cadre diégétique, le cinéma est une question de vie ou de mort dans une certaine mesure. Donc ça enlève tout le côté passionnel qu'on peut avoir, toute la relation passionnelle qu'on peut avoir avec le cinéma. Et là, elle est présente. Et le film donc voilà me bouleverse, c'est-à-dire que malgré le fait qu'il soit dans un canevas finalement de conte de Noël assez classique, à l'intérieur de ça, encore une fois, il va tisser quelque chose de beaucoup plus intéressant, de beaucoup plus vicieux dans une certaine mesure, de beaucoup moins manichéen, et je trouve ça juste génial, et surtout de beaucoup plus universel. Encore une fois, il touche à quelque chose, il a envie de parler de certaines choses, et il se permet de le faire, mais jamais encore une fois avec un trop plein de pathos, ou avec une certaine lourdeur, ou avec une certaine vulgarité. Non, il le fait de manière extrêmement subtile. Et je trouve ça très beau, et je trouve que Klaus c'est certainement un des, encore une fois, le plus beau film d'animation que j'ai vu cette année, et que je vous conseille très vivement. Très 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 beau film. Donc là on arrive vraiment dans le parfait pour moi, j'entends vraiment ce qu'il y a de mieux, le nec plus ultra si je puis dire, enfin vraiment quelque chose qui peut difficilement déchoir de sa place, et face auquel c'est difficile d'avoir des doutes. Parasite de Bong Joon-ho. Donc Bong Joon-ho c'est pour moi clairement l'un des plus grands réals de ces 15 dernières années. Ce type là a tout compris, c'est un metteur en scène de génie, tout est parfait. Alors il a été auréolé pour le coup Parasite de la Palme d'Or à Cannes, mais c'est même pas mérité, c'est une évidence. C'est un très 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 grand film. C'est écrit avec une subtilité absolument dingue, alors qu'on part finalement d'un canevas narratif assez simple, assez classique. On parlait de Us tout à l'heure, l'idée de la lutte des classes, de la dialectique du maître et de l'esclave, tout est là d'ailleurs, c'est-à-dire que même scénographiquement, j'entends, en termes d'environnement, de design global si vous voulez, on est sur le même principe que Us, avec la ville du dessus et ce qui se passe en dessous. C'est ce qu'on avait dans le Métropolis de Fritz Lang déjà à l'origine. Donc on a déjà ce canevas scénographique et narratif et dramatique d'ailleurs, et dramaturgique et philosophique et politique, qui est un truc très galvaudé, très classique. Sauf que
bah c'est Bong Joon-ho derrière. Et comme c'est Bong Joon-ho derrière, bah là on arrive à quelque chose qui tutoie l'excellence, qui est l'excellence, qui est la perfection même dirais-je. Tout est parfaitement mis en scène avec un sens du cadre, une sorte de la mise en scène, un sens du montage qui est juste fou. Tout ça est complètement fou d'ailleurs de manière globale, c'est-à-dire qu'on sait jamais vraiment où le film va, c'est complètement imprévisible, et ça rend quelque chose d'assez magique, d'assez inédit quand on va voir le film, parce qu'on n'a jamais vu ça autre part, et c'est ça qui est dingue. Et pourtant on part de quelque chose de connu, on part de théories philosophiques, on part d'un canevas narratif et émotionnel classique, mais on en fait tout autre chose, on part vraiment de manière extrêmement maîtrisée pourtant, dans des contrées finalement qui nous semblent en tout cas inexplorées, et ça c'est juste fou. Et il y a en termes d'émotions des idées mais complètement folles partout en fait qui vont vous emplir d'émotions et qui vont faire vivre le film. Parasite, au-delà d'être un film qui est dans une certaine mesure très réflexif, c'est avant tout une expérience, c'est une expérience de cinéma et c'est important. Et vous verrez d'ailleurs que les deux films dont on parlera après aussi, ce sont des expériences. Et c'est ce qui aujourd'hui, moi, me porte le plus. C'est des films que je vais aller voir et qui vont m'embarquer émotionnellement, viscéralement. Et le film le fait très bien. Tout en disant quelque chose de l'universel, parce qu'encore une fois, c'est toujours cet élément-là, ce qui fait pour moi un chef-d'œuvre, c'est son universalité, c'est son intemporalité, c'est ça, qui fait que, tu peux le traiter à n'importe quel moment, quand même, encore une fois, il sort d'un contexte historique finalement assez précis, eh bien il se généralise à tout et tu peux autant en parler maintenant que tu en parleras dans 20 ans, que tu pouvais en parler peut-être 20 ans auparavant si jamais il avait été réalisé dans un cadre, ce qui est un peu absurde dit comme ça, mais je pense que vous voyez l'idée, c'est un film qui touche à l'universel, qui touche à quelque chose de l'homme, qui touche à quelque chose de notre essence, et ça c'est juste fou, parce que c'est ce qui fait encore une fois la marque, la patte des très très grands films et des très très grands metteurs en scène. Et au-delà de ça, en plus sur la forme, le film est d'une précision, et c'est extrêmement jouissif d'ailleurs aussi, d'une jubilation dingue. C'est un vrai plaisir, un vrai jeu. On s'amuse dans le film. Il y a quelque chose de, il y a une mécanique de thriller très très ludique, mais encore une fois, ça prend jamais le pas en fait sur l'émotion. C'est-à-dire que c'est jamais mécanique, c'est jamais artificiel au sens, un mécanisme qui va amener quelque chose d'artificiel. Non, tout ça encore une fois, c'est pour servir le propos et l'émotion que ça va véhiculer. Tout est construit pour ça en fait. C'est pas un film qui va prendre des éléments encore une fois narratifs, de forme pour s'amuser avec et faire le malin et prendre la pause du tout. Tout ça est calculé de manière extrêmement intelligente pour pouvoir véhiculer quelque chose. Tout est, si vous voulez, sacrifié sur l'autel, on va dire, de l'émotion, de la jouissance, du bonheur cinématographique, de l'expérience émotionnelle et viscérale. Donc c'est juste merveilleux, il y a très peu de films qui font ça, et Parasite cette année l'a fait, m'a bouleversé au cinéma, m'a complètement pris, m'a embarqué, et ne m'a pas lâché, et c'est un film que je reverrai moult fois, mais d'ailleurs comme tous les films de Bong Joon-ho, je vous ramène, on avait fait cette année un petit podcast avec l'ami Nico d'Artopolis, donc allez voir, je le mettrai en lien d'ailleurs aussi, peut-être celui-ci, où on a fait un échange tous les deux donc sur sa chaîne autour des films de Bong Joon-ho, et pour moi il n'y en a pas un seul qui soit mauvais. Tout est parfait chez Bong Joon-ho, même dans ses efforts peut-être un petit peu moins bons, que ça reste génial en fait, tout est génial. Ce type-là, pour moi, il n'y a pas d'erreur de parcours en réalité, tout est parfait, et Parasite vient, en tout cas pour le moment, en tout cas, puisque ça risque de continuer très certainement, vient couronner pour le coup ici, encore atteindre un nouveau sommet, si je puis dire, cinématographique, jusqu'au prochain, je l'espère. Donc Parasite, c'est juste génial, c'est un film immense, c'est non seulement un des très grands films de cette année, mais pour moi c'est un très grand film tout court, c'est un chef-d'œuvre. Jetez-vous sur Parasite, et j'insiste sur un point aussi important, c'est un petit peu comme Mad Max Fury Road, qui est aussi un des très très grands films des années 2010, mais ça j'en parlerai quand on fera un top de la décennie dans quelques temps. Parasite, ce qui est juste aussi extraordinaire, c'est que c'est un film qui en plus a ramené les gens dans les salles, et ça je trouve ça génial, c'est un film qui a parlé à tout le monde, comme Mad Max Fury Road. Il y a un consensus dessus qui je trouve est nécessaire et important, et ça je trouve ça vraiment génial en fait, et très très plein d'espoir si vous voulez, de voir que des films comme ça fédèrent. C'est important parce que c'est des films qui disent quelque chose de nous, qui disent quelque chose de l'humanité, et il faut justement que ces films fonctionnent pour pouvoir ramener du monde et que on puisse tous se retrouver en communauté autour de ce genre de films, autour de sortes d'objets cinématographiques, d'œuvres d'art absolues et définitives. Donc aussi pour ça je trouve que c'est une réussite extraordinaire, parce qu'il a rameuté du monde et qu'en plus il a créé ce consensus. Donc Parasite, encore une fois, de Bong Joon-ho, chef-d'œuvre absolu.
Il est de leur temps de couronner le film de cette année 2019, pour moi encore une fois de manière totalement subjective. Ce ne sera pas au passage le film de l'année, mais les films de l'année, comme je vous ai un petit peu prévenu il y a quelques minutes. Parce qu'en réalité, pour moi, il y a 2 films cette année qui m'ont autant marqué l'un que l'autre et dont je suis totalement incapable de faire une différence, d'en mettre un au-dessus de l'autre. Pour moi, ils ont suscité chez moi quelque chose de tellement puissant, de tellement profond, que c'est impossible que je fasse la différence entre les deux. Alors il y a juste une différence, si vous voulez, qui va biaiser un peu la chose, c'est-à-dire qu'il y en a un qui tournait déjà depuis 2018, enfin toute l'année 2018 dans le circuit des festivals. Moi je ne l'ai découvert qu'en 2019 au Festival du film fantastique de Gérard May, donc à l'édition 2019, fin janvier 2019, donc j'avais découvert à ce moment-là. Et puis j'ajouterais donc par contre qu'il est sorti en direct to DVD en France en 2019, donc il n'est pas sorti en salle, donc voilà, j'avais quand même envie de le mettre dedans parce que pour moi c'est aussi important. Donc dans un premier temps je vais vous parler de Mandy de Panos Cosmatos. Pour le coup en description je mettrai le Qu'est-ce qu'on mate ce soir que j'avais fait dessus, dans lequel j'avais fait une analyse beaucoup plus complète, donc allez-y, plus rigoureuse, puisque là on parle un petit peu au débeauté. Pour revenir à ça, donc Mandy de Panos Cosmatos, pour moi c'est un film qui a littéralement bouleversé, je trouve que c'est un film magnifique, qui m'a touché extrêmement profondément. Je trouve que c'est un rôle absolument génial pour Nicolas Cage, qui est juste brillant dans le film, parce qu'il est justement en roue libre, et il va puiser vraiment au fond de lui. Je vous ramène à la séquence justement où il pleure Mandy, il souffre atrocement dans cette sorte de salle de bain, avec des motifs dégueulasses partout au mur et tout, en slip, en train de se saouler la gueule avec une bouteille de vodka. C'est génial, je trouve que il y a une sorte de vrai amour de la série B, des trucs qu'on fait plus maintenant. Il y a tout l'héritage, hein, si vous voulez, de Papa Cosmatos, si vous voulez, donc auteur de Cobra notamment et de Rambo 2, qui est ramené là-dedans, mais ramené dans un cadre vachement plus contemplatif, dans un cadre que moi j'adore, qui va citer un petit peu toute une iconographie du métal, qui est une sorte d'ancrage diégétique complètement dingue, ou d'ouverture même diégétique, c'est-à-dire qu'il y a un univers derrière ce film-là qui est juste que dantesque, et que moi je ne cesse de prendre plaisir d'explorer cet univers-là à travers mes rêves et mes cauchemars. Je trouve que c'est un univers qui est juste immense, qui offre de multiples ramifications, de multiples choses. C'est pour ça que je le comparais dans ma vidéo justement à Clive Barker et notamment à Hellraiser. Pour moi il y a au-delà des références directes faites à Hellraiser hein, notamment, avec les personnages donc, de ces motards démoniaques, mais pour le coup même au-delà de ces personnages-là qui sont des références directes, pour moi il y a quelque chose d'encore plus fort, c'est-à-dire que l'univers, exactement comme l'Hellraiser chez Clive Barker, il est diégétiquement c'est tentaculaire, tu peux aller très très loin. On finit voilà encore une fois sur une sorte d'iconographie complètement métal, à la limite de la dark fantasy, avec des ancrages presque jodorowskiens si vous voulez, c'est complètement fou, c'est une œuvre complètement tarée, qui au passage encore une fois se base sur un canevas narratif extrêmement simple, qui est simplement un revenge movie. Mais ce revenge movie voilà, se pose dans un univers extrêmement particulier, use d'une narration très particulière, prend énormément son temps. Moi j'aime profondément, et elle m'a profondément touché, l'histoire d'amour, mais ça je vous ramène à ma vidéo parce que pour le coup ce sera un peu plus précis, vous comprendrez mieux. Mais cette histoire d'amour, je trouve qu'elle est absolument bouleversante. Alors c'est d'autant plus fort que Panos Cosmatos parle de ses parents à travers ça, comme il avait fait dans Beyond the Black Rainbow, qui était son film précédent, que je vous conseille aussi, que j'ai découvert en 2019 et qui est un vrai petit bijou aussi. Mais je trouve que justement Mandy est encore plus maîtrisé. Donc le film est complètement fou et complètement barré. C'est pas, encore une fois, c'est pas parfait, mais je cherche pas la perfection moi, formelle. Moi je trouve que ce qui est important, c'est ce que ça suscite comme émotion, comme univers, ce que ça suscite dans mon imaginaire, et je trouve que c'est tellement profond, tellement puissant, tellement passionnel, que moi j'adhère à 100%, et pour moi c'est, avec le film dont j'ai parlé, le chef-d'œuvre absolu de 2018 et de 2019 de fait, que je serais capable de me voir en boucle, parce que je trouve que c'est un très très grand film et qu'il y a des millions de choses à découvrir. C'est d'une richesse absolument dingue, et avant tout ça touche mon cœur et mon imaginaire, donc c'est ce que j'attends d'un film avant tout. Et second film pour le coup que je mettrai en première place, qui est sorti pour le coup en 2019, mais je pense que ça ne surprendra personne, c'est Midsommar de l'ami Ari Aster, second film. Alors en plus c'est une coïncidence avec l'an dernier certainement, où j'avais mis en première place Hérédité l'an dernier, premier film d'Ari Aster, c'est son second. Là je vous amène au tout le retour à chaud que j'avais fait, et la présentation que j'en avais faite aussi ensuite au cinéma, que j'ai mis sur la chaîne. Je vous mettrai les liens pareil en description, où j'ai vraiment détaillé. Bon, pour moi c'est un film absolument immense, c'est un chef-d'œuvre absolu.
C'est un grand film d'horreur également, qui a les couilles de faire des choses que l'horreur ne fait pas d'habitude. Alors c'est très contemplatif, encore une fois aussi, mais c'est quand même extrêmement efficace. C'est narrativement très classique également. On peut partir sur, c'est vraiment un canevas de survival assez classique aussi. Mais c'est pas grave, en fait, encore une fois, il va transcender ça par son iconographie, donc par l'imaginaire qu'il convoque, par ce qu'il raconte d'un point de vue moral, politique, etc. aussi, parce que je rappelle que l'horreur pour moi c'est le genre qui pose des questions morales et politiques, et là il y a un fond que je trouve génial, qu'on retrouve dans Devil Reject aussi, dans Cannibal Holocaust de Deodato, avec ce côté très ethnologique aussi, cette étude ethnologique qu'il y a dans ce film-là, et qui va justement confronter une morale qui n'est pas la mienne à la mienne, et justement à moi d'adhérer ou pas à cette morale-là, à moi d'essayer de la comprendre ou pas, et c'est ce qui va vous mettre dans une sorte de position, de posture très très dérangeante, parce qu'on vous, encore une fois, on vous impose un cadre, là pour le coup culturel qui n'est pas le vôtre, qui vous paraît extrêmement choquant, extrêmement violent, extrêmement immoral pour le coup, mais le film vous invite justement à prendre une posture plutôt amorale, parce qu'il lui-même prend une posture amorale, et que justement Ari Aster ne juge pas en fait. Et ça, je trouve ça juste fascinant d'un point de vue viscéral, parce que c'est quelque chose qu'on ressent, c'est-à-dire que le film est très peu intellectuel, c'est beaucoup plus une plongée, une expérience, encore une fois, c'est une vraie expérience, c'est un vrai trip. En témoignent justement les drogues que consomment les personnages dedans, il y a quelque chose de complètement psychédélique, on nourrit ton imaginaire avec cette drogue, le film est une drogue. C'est un film qui m'a fait un peu le même effet que le climax par exemple de Gaspard Noé, même si j'aime beaucoup moins le climax de Gaspard Noé, que je trouve assez artificiel en fait globalement, mais n'empêche que l'expérience qu'on ressent, le côté nauséeux, le côté déstabilisant, il est quand même présent aussi, donc avec tous ces tripes hallucinatoires en fait qui sont juste très désagréables en fait, corporellement parlant. En tout cas moi le film m'a complètement embarqué sur ce niveau là. En plus, en termes de mise en scène, c'est juste brillant. Je trouve que Ari Aster, c'est vraiment un metteur en scène qui commence très fort. Il y a quelque chose en effet de très kubrickien dans sa mise en scène extrêmement précise. Notamment quand il avait Hérédité, il avait notamment un storyboard qu'il avait construit qui faisait vraiment un nombre de pages hallucinant. Il avait tout storyboardé. Donc c'est un type qui est un vrai obsessionnel, un vrai maniaque. Et là, ça se voit en fait. C'est-à-dire que tous les plans, toutes les séquences sont travaillées mais au cordeau, c'est d'une précision dingue. Ça se voit justement, notamment ces séquences de repas où on travaille cette vague progressive des gens qui commencent à manger un bout de la table, et une fois qu'ils ont commencé, ça donne le signal pour tous les autres, et là vous avez une sorte de glissement de vague où tout le monde se met à manger sur cette table. Tout est très précis, tout est très coordonné, tout est très harmonieux, très mécanique, et il n'y a jamais rien qui vient faire gripper le système. Tout est parfait, et justement c'est grâce à ça qu'on se fait embarquer, parce que tout paraît tellement inévitable, tout paraît tellement très bien huilé d'un point de vue formel, que tout narrativement est totalement bien huilé, au sens où on se fait complètement embarquer dans la mécanique et on ne peut plus en sortir. Donc je trouve ça juste fou en fait. Il y a une sorte de cohérence et de pertinence absolue entre le fond et la forme, entre ce que le film me montre et ce qu'il veut me raconter. Et donc c'est avant tout une histoire, c'est quelque chose qui touche mon imaginaire, qui touche mes émotions, qui m'embarque, et c'est juste complètement fou. Donc Midsommar, je vous invite quand même à aller voir la vidéo que j'avais faite à l'époque, où j'en dis, je crois que j'en ai fait une demi-heure, 3/4 d'heure dessus. Il y a plein de choses à dire, c'est juste extrêmement riche. Il y a un travail aussi sur le mélange que j'avais pas, je pense, posé à l'époque quand il est sorti, sur les ruptures de ton, que je trouve aussi importante, parce que je l'ai revu une deuxième fois, et en le revoyant, je me suis rendu compte à quel point le film travaille aussi sur les ruptures de ton. Il y a des vrais aspects, des vrais éléments comiques, puisque le film joue sur le grotesque. J'avais fait une petite vidéo sur le grotesque, pareil, je vous invite, je mettrai tout ça dans la description, mais le grotesque c'est ça aussi, c'est cette fine distance, fine frontière entre le ridicule et l'horreur pure. Et l'idée c'est que le film va continuellement vous être sur ce truc là et basculer d'un côté ou de l'autre. Donc parfois il va vous amuser mais tout en vous gênant, et on reste, je pense notamment à la scène de sexe qui va ouvrir le troisième acte, clore le deuxième et ouvrir le troisième acte, qui pour moi est une scène vraiment intéressante, parce que l'ayant vu la première fois elle m'avait beaucoup gêné, et la seconde fois j'y ai distingué en fait beaucoup plus une séquence qui est quasiment comique en fait, mais justement parce qu'elle est comique elle en devient d'autant plus dérangeante. Donc il y a plein d'éléments comme ça en fait, où il y a un travail sur la gestion encore une fois du ton qui est juste fou, et Ari Aster voilà, justement n'est pas sérieux à 100%, il y a vraiment un décalage ironique qui est présent tout le temps, et qui fait que le film justement gagne encore une fois en dérangement, en gêne, en malaise, et c'est ça qui est extrêmement fort. Donc c'est un chef-d'œuvre absolu,
définitif, au même titre que Mandy. Ce sont 2 très grands films que j'ai vus cette année et que je serai capable de voir en boucle et que je retiendrai certainement dans le classement de la décennie qu'on fera certainement dans quelques semaines. Donc voilà, ça c'était mon top global. J'espère qu'il vous aura plu. Encore une fois, c'est très subjectif. N'hésitez pas par contre dans les commentaires à mettre votre propre top, à discuter ce top là, parce qu'il est totalement discutable, puisque c'est subjectif, encore une fois. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, que la vidéo ne fut pas trop longue, parce qu'elle est quand même très longue, je pense. Hein. On doit dépasser bien les 1 heure, je pense. Oui, bien, oui à mon avis. Donc voilà, on va finir l'année là-dessus. J'espère en tout cas que ce top vous aura plu. Ça vous aura plu que j'ai repris un petit peu certains de ces films, certains dont j'avais déjà parlé sur la chaîne, mais certains dont j'avais pas encore parlé. Donc ça permet de remettre un petit peu les choses à jour. Voilà, et je vous souhaite surtout à tous de très belles fêtes de fin d'année, une bonne année en avance si je puis dire. Et puis j'espère que la suite de ce qui se passera pour l'année prochaine vous plaira. Et puis c'est important aussi, je vous remercie déjà de me suivre depuis quasiment 2 ans maintenant, d'être extrêmement fidèle, de commenter avec beaucoup de bienveillance, de passion, d'amour, de générosité les vidéos, d'amener vos avis, vos témoignages sur les films, sur les expériences que vous avez vues. Enfin, je trouve ça génial qu'on puisse échanger là-dessus. Peut-être ferai-je une FAQ dans quelques temps, si ça vous tente qu'on fasse ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y en a qui ont réussi à aller jusqu'ici, si une FAQ vous tenterait, ce qui permettrait un peu d'échanger entre nous. Et puis voilà, cette expérience YouTube pour l'instant elle est juste extrêmement riche, je vous en remercie parce que c'est grâce à vous qui me suivez aussi et qui prenez le temps de suivre ces vidéos, de discuter avec moi par le biais des commentaires. Donc merci du fond du cœur à tous, encore de joyeuses fêtes de fin d'année, et puis à très vite pour la suite. Des bisous, salut.